Derrière, il y a l'obstination, il y a l'entêtement parfois. J'ai pris conscience qu'il fallait vraiment s'amuser, mais faire les choses bien. Pour la première fois de ma vie, je vais prendre un entraîneur. C'est beau de voir un homme toucher son rêve. Et je suis champion de France là, il y a 20 ans que je cours après. Des fois, j'aimerais leur vivre, tu vois. Il va devenir champion de France, le roi de la pédale. Je vois mon père avec ma fille sur les épaules. Ah, pardon. Papa va ramener le maillot tricolore à la maison, les enfants. Ce maillot, pour moi, c'était le Graal ultime en fait. Et putain, je l'ai vu, ce maillot de merde, tu vois. Steve Chenel, bonjour. Salut. Merci d'être avec nous dans l'échappée. Une première pour toi, pour ce format interview. On va passer un bon moment ensemble. Est-ce que tu es prêt à tout raconter? Écoute, je suis prêt à tout raconter. J'adore la transmission, y compris la mauvaise transmission, les conneries que j'ai pu faire dans ma carrière. Mais ouais, avec plaisir pour te raconter tout ça, sans langue de bois. C'est ma marque de fabrique, il paraît. Si on te présente très rapidement, 9 ans de carrière chez les professionnels sur route, 5 équipes différentes, 6 Paris-Roubaix, 6 Tours des Flandres, tes courses de cœur, si on peut dire, et 0 Tour de France. C'est aussi une de tes particularités. On va parler de tout ça. On va parler de ton enfance, de comment tu es venu au vélo, évidemment de ta carrière pro et de ce que tu fais aujourd'hui, puisqu'on te connaît encore comme consultant à Eurosport ou comme star sur Netflix. C'est selon. Est-ce que si on démarre, si on revient au tout début, tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens? Parce que si je dis pas de bêtises, tu viens pas du tout d'une famille de cyclistes. Tu découvres le vélo vers 6-7 ans. Ça se fait comment ta découverte du cyclisme et ton amour pour le vélo, il arrive comment? T'as le temps? Vous avez le temps? Non, mais c'est vrai que je suis pas du tout, issu d'une famille de cyclistes. Mon père était footballeur dans sa jeunesse et il était peintre en bâtiment. Ma mère était nounou. Et très rapidement, à l'âge de 5-6 ans, je suis très très turbulent à l'école. On a besoin de me canaliser. Je fous en l'air un camarade au CP. Vraiment, on joue au loup. Bref, je l'attrape, je l'éclate. Et là, je me fais défoncer par la maîtresse qui chope mes parents. Et là, il faut vraiment que je fasse du sport, c'est obligatoire. Mais comme mes parents n'y connaissent rien, c'est foot. On va normalement au club de foot et en allant sur le club de Saint-Étienne-Lire-Miremont dans les Vosges, il y a une école de vélo qui est là, qui passe dans les quais, etc. Et on est en avance, comme d'habitude chez Chenel, on est toujours en avance. Et mon père me dit, tu veux essayer? Et je dis, ouais, je veux essayer. Et je passe dans les quais et tout de suite, en 5 minutes, le mec, il dit, il faut qu'il prenne une licence. Ça a commencé comme ça. J'ai tout de suite chopé le virus du vélo parce que j'étais avec des copains, je m'amusais et très rapidement, ça peut paraître prétentieux ce que je vais dire, mais dans les quis, j'étais très bon. Et quand on est gamin, on veut toujours tout gagner. Donc ça a commencé comme ça. Quand tu dis les quis, c'est les petits slaloms, les petits parcours techniques? Ouais, c'est les parcours techniques, c'est les jeux d'adresse, comme on appelait ça. Et mon père m'a dit, c'est trop bien. Et puis surtout, ma mère était contente parce que l'esprit vélo était différent de l'esprit foot. Parce que mon père, c'était le match, le week-end, et surtout la bringue avant et après. Et là, c'était un cadre différent où on allait quand même sur les courses et il n'y avait pas de troisième mi-temps. Donc ça a été cool. Et tout de suite, j'ai chopé le virus. Et toute la famille derrière s'y est mis. Ça a été assez fou. Ma sœur, qui a 1 an de moins que moi, en a fait. Mon petit frère, qui avait 3 ans à l'époque, en a fait aussi. En fait toujours d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai chopé le virus du vélo. Et tu vois... Et presque 35 ans après, je suis face à toi grâce au vélo parce que j'ai fait ma carrière et puis c'est quand même une trajectoire de dingue. Jamais personne dans ma famille ni moi pensions que j'allais avoir cette vie-là finalement. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier vélo? Ah oui, c'était un vélo de prêt. C'était un vélo de prêt que le club de l'Espoir cycliste stéphanois m'avait prêté. Un vélo sans vitesse avec les freins juste au-dessus. Vélo gris, comme on l'appelait, en roue de 500. Ouais, bien sûr, je me rappelle très très bien de ce vélo. Ouais. Et en dehors du vélo, t'étais quel genre d'enfant, quel genre d'ado? L'école, les amis, ça se passait comment? J'étais un gamin plein d'énergie, ça c'est sûr. On avait nos habitudes dans le petit quartier où j'habitais. Personne n'a jamais fait de vélo parmi mes potes. C'était vraiment les copains du vélo et les copains du quartier. Et puis après, quand j'ai commencé à monter au collège, c'est pareil, personne ne faisait vraiment du vélo avec moi. J'étais un petit peu différent des autres parce que justement, à l'époque, c'était plutôt le foot, jouer dans le quartier, faire du basket, etc. C'est pour ça que j'ai aussi une grande passion pour le basket parce que j'ai fait aussi du basket avec les potes à côté. Mais le vélo, j'avais pris une licence, j'étais au club de vélo. Mes parents, c'était quelque chose qui me permettait de me canaliser. Tous les mercredis, tous les samedis et les dimanches, j'étais à l'entraînement et en course. Donc, c'était un milieu qui me correspondait bien.
Et début 1993, tu as 9 ans. Il y a Dominique Arnoux, un Français qui est champion du monde de cyclocross. Tu as parlé de ton arrivée dans le club de vélo, c'est une première bascule finalement dans ta vie. Ce titre-là de Dominique Arnoux, c'est un peu une deuxième bascule parce qu'il est vosgien aussi comme toi. Il vient dans les Vosges après son titre de champion du monde pour fêter un peu le sacre. Toi, tu es là et tu vas le voir. Qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as bien bossé, hein. Vraiment top. Ouais, toi, j'ai beaucoup d'émotions d'en reparler parce que j'étais vraiment gamin, mais je me rappelle très bien qu'il est champion du monde déjà. On était avec mon père devant la télé, c'était fou parce que nous, les Vosgiens, en fait, on est quand même un petit peu loin de tout. Et Dom devient champion du monde et quelques jours après, ça devait être le mercredi, il est de retour au Val d'Ajol. Et tous les gamins de toutes les écoles de vélo, on est réunis parce que le club du Val d'Ajol a organisé une remise de médailles, etc. Et on fait une haie d'honneur comme ça avec Dom, pour Dom, pardon. Et en fait, il arrive. Et c'est vrai que moi, je suis déjà avec un bout de papier pour lui faire signer un autographe parce que voilà, il vient d'être champion du monde. Moi, j'adorais déjà le cyclocross à l'époque. On en faisait avec les écoles de vélo. Et en fait, il vient, il est avec sa médaille, le Dom, que je connais maintenant, un petit peu timide aussi. Et en fait, je lui tends le papier, il me dit « T'inquiète, c'est prévu après ». Sauf que je vais pas rester pour l'après, parce que déjà, il y a l'école le lendemain. Mon père bosse, comme je dis, il est peintre en bâtiment. Ma mère est nounou, donc elle garde aussi mes frères et sœurs. Et on doit se barrer assez rapidement. Et je me vois très bien dire aussi à mon entraîneur à l'époque, je veux une carte de Dom, donc tu te démerdes comme tu veux, je veux une carte. Et c'est resté comme ça. Et toute ma carrière, c'est ce qui va... tu vois, j'ai beaucoup d'émotions d'en parler parce que je me rappelle très bien de ce moment. Et ouais, je pleurais déjà à l'époque. J'étais fan. Il a signé, tu as eu la carte? J'ai eu la carte la semaine d'après, carte de champion du monde qui avait déjà été éditée avec Dom Arnoux. Et ouais, c'était... je pense que c'est comme si mon gamin aujourd'hui, je lui demande s'il veut croiser Mbappé parce que lui, il est foot à bloc. Mais ouais, non, c'est vraiment ce qui m'a permis d'imaginer que je pouvais faire aussi quelque chose dans le vélo, tu vois. Si on me demande, peut-être que tu as préparé cette question, mais est-ce qu'un jour j'ai pensé à être pro ou j'ai pensé à faire une carrière ou n'importe quoi? Jamais. Par contre, quand j'ai vu Dom, je me suis dit, putain, j'aimerais être comme lui. C'était la première fois que je me projetais sur quelqu'un. Et puis, tu vois, après, quand j'étais chez Bouygues, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'étais trop content de signer. Il était ton directeur sportif. Ouais, ça a été fou. Mais encore aujourd'hui, hein, toi, je l'ai revu cette année au championnat de France à Troyes, puisqu'il était avec Joris Delbove et avec Total. Je l'ai vu au loin, alors c'est devenu un pote. Mais moi, c'est « Dom, mon idole !» Il le sait, je pense. Et moi, j'ai toujours un truc, tu vois, quand je le vois, quand je le croise, c'est un peu mon héros, carrément. Est-ce que c'est ce qui fait aussi que quand t'es gamin, tu te dis, moi, ce que je veux faire, c'est du cyclocross, peut-être même plus que de la route? Mais c'est que ça. Moi, lui, il est champion du monde de cyclocross et on avait une vraie terre dans les Vosges, une vraie terre de cyclocross avec Mangin. Il y a eu les frères Nazon qui faisaient du cyclocross. Un petit peu plus, quand j'étais un petit peu plus vieux, il y a eu Julien Absalon qui en a fait aussi. On a toujours eu cette culture de faire du cyclocross dans les Vosges. C'était fou parce que tu faisais 20 minutes, 30 minutes de voiture tous les week-ends et tu avais un cyclocross. Et puis moi qui n'étais pas forcément bien développé physiquement à l'époque, je jouais sur ma technique. Passer les planches, c'est ça? Ouais, je passais les planches. Et ça fait quelle hauteur une planche de... C'est 40 cm. Tu prends un trottoir de 40 cm. Et à l'époque... Pour expliquer, la plupart des mecs descendent de vélo, tout le monde descend la planche et continuent après, ils remontent sur le vélo et continuent la course. Toi, ton truc, c'était passer les planches sans descendre de vélo. C'était ça. C'est parce que je m'amusais à l'époque avec Arnaud Lemar et avec son père qui était mon entraîneur. Et en fait, on savait que c'était un gain de temps. Et en fait, c'était un vrai délire de se dire, mais on va passer les planches à vélo. Déjà, ça va être fun. Donc ça, c'est cool. Et puis, on va gagner du temps. Donc, on cherchait des petits tips comme ça pour être encore meilleur en technique. On n'a quasiment jamais travaillé le physique. C'est aussi pour ça que j'étais aussi très mauvais sur les grands tours. On en reparlera certainement après. J'ai lu que tu passais les planches aussi pour impressionner ton père. Ouais. Il y avait de ça? Mais ouais, carrément, parce que moi, mon père, il était là sur le bord du circuit. Et puis, ouais, je voulais toujours prouver à quelqu'un que j'étais bon dans la technique. Dans les quis, il venait jamais trop me voir, mon père. Il nous voyait que le week-end et il était toujours très fier, même ma mère. Mais là, en cyclocross, ouais, je voulais montrer que j'étais bon. Et je voulais vraiment sortir du lot aussi, via la technique. Donc ouais, non, c'était pour mon père, pour ma mère, pour mes frères et sœurs. Et puis après, quand j'étais cadet junior, pour les nanas, tu vois. Ça claquait. Et c'est à quel âge que tu commences à faire tes premiers résultats, que tu te fais repérer? Ça se passe comment ces années-là et c'est à quelle période? Alors en 98,
première Coupe de France. C'est rigolo parce que j'y vais avec un couple, les Labreuches, qui m'amène parce que mes parents peuvent pas m'emmener à Val-Joli. C'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Déjà, le déplacement est très cher. J'ai qu'un vélo. Et je fais ma première Coupe de France là-bas et je dois faire 35 ou 36e en KD1. Tu vois, KD1, c'est la première fois que tu as des compétitions nationales. Et quand je rentre, je dis à mon père, je suis pas dans les points, mais j'aimerais bien pour l'année prochaine vraiment faire une belle saison de KD2 en cyclocross, etc. Et là, en KD2, là, c'est vraiment l'hiver 98-99, c'est l'hiver où je me découvre un petit peu parce que je fais deuxième de la première manche de cyclocross. Là, mon père seul m'a emmené là-bas. Et puis après, il y a la deuxième manche à Saint-Herblain. Je m'en rappelle très très bien. Et je gagne cette manche de Coupe de France alors que je fais 1m56, 50 kg de tout mouillé. C'était hyper technique, c'était incroyable. Et puis je gagne le challenge national 98-99 en KD2. Et ça se passe comment là? Il y a des gens qui viennent voir ton père, qui lui disent le petit Steve, faudrait qu'il intègre l'équipe de France, on va le sélectionner, faudrait qu'il change de club. Comment ça marche le scouting, le repérage? Ouais, alors déjà, c'est vrai que sur cette année-là, l'objectif quand on est en cyclocross, c'est de rentrer en équipe de France. Et donc moi, KD2, déjà, j'ai la chance, c'est que, on va dire, tu as une espèce d'étiquette, c'est que tu es un bon crossman. Bon, c'est très bien. Et surtout, l'année d'après, mon père va investir pour la première fois 3000 francs dans un vélo pour que je puisse faire vraiment du cyclocross à haut niveau. Et j'ai qu'un vélo. C'est un Cannondale, le 4x4, le fameux Cipollini, le rouge et jaune avec marqué Cannondale en jaune. Et c'est un magasin en Alsace qui nous fait un super prix. C'est Christian Gisler, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'avait donné un coup de main. Et mon père se saigne. On peut le dire, il faisait des chantiers au black pour payer mon vélo, celui de ma sœur, celui de mes sœurs, celui de mon frère, parce qu'on est 4 dans la famille. Donc il me paye un vélo, il me dit, je te préviens, t'en auras pas 2. Tout le monde avait 2 vélos. Et en fait, je fais cette première Coupe de France junior aussi, où je fais 5e, et je vais rentrer en équipe de France pour faire un premier stage. Je reçois la convoque papier, t'imagines, on n'avait pas de mail ni rien. Ça, c'était fou. Et je vais faire ma première Coupe du Monde. Tu savais qu'elle arrivait, la convocation, ou tu découvres quand tu ouvres la boîte aux lettres? Non, je le savais. J'avais vu Jean-Yves Plaisance. Puis moi, avec ma grande gueule, déjà à l'époque, je lui avais dit « Ah, tu me prends hein, quand même, je fais premier J1 ». Et puis Jean-Yves, un personnage. Mais lui, c'est pareil, il m'a quand même bien façonné pour être qui je suis aujourd'hui, parce que j'étais comme un sacré trou du cul. Et ouais, non, je vais chercher le courrier. J'ai mon courrier, j'ai ma sélection en équipe de France. Je vais aller faire un premier stage au manoir de la Briandais à Pontchâteau. Ça, c'était top. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un stage de vélo, c'était plus une colonie de vacances. Je retrouvais les copains. Et puis après, j'ai eu ma première course au Luxembourg à Leu-de-Lange en décembre 99. Et tu t'es fait virer. Ouais. C'est quoi cette histoire? Écoute, c'est une histoire un petit peu bébête, mais une histoire que beaucoup vont comprendre. C'est qu'en fait, on était en équipe de France avec toutes les catégories. Et forcément, j'étais avec mon idole. J'étais avec Dominique Arnoux. Il y avait la table des élites. Je crois qu'à l'époque, il y avait Christophe Morel. Il devait y avoir Christophe Mangin, pareil. Peut-être Cyril Bonan. Ils étaient 4 ou 5. Et nous, les juniors, on était à côté. Et on était dans un campanile. Je m'en rappelle très, très bien. Et les élites se servent les pâtes avant nous. Et moi, c'est vrai que je bouffais beaucoup à l'époque. Et puis en rigolant, je dis, vas-y, donne tes pâtes, Dom, vas-y, fais tourner. Et il n'y en a plus. Et il me tend le plat, il me dit, t'as qu'à aller gueuler en cuisine. Et moi, je me lève et franchement, parce qu'il me le dit, je vais en cuisine, je dis, putain, on n'a pas de pâtes ici, n'importe quoi. Alors que j'ai à peine 16 ans, hein. Donc le vrai trou du cul. Mais j'ai fait ça vraiment pour faire le malin. Et le lendemain matin, je me lève, Jean-Yves, il dit, bon, tout le monde à l'accueil et tout, on partait à la course, il dit, bon, il y en a un parmi vous qui a été impoli hier soir avec le cuisinier du campanile. Je tiens à vous dire, ce sera sa dernière sélection en équipe de France, il viendra plus, il sera viré. Et je fais ma Coupe du Monde. T'as fait la course quand même? Ouais. Je sais que c'est moi, mais honnêtement, je m'en bats les couilles. Et je me dis, de toute façon, si je marche, il me prendra. Et puis, j'ai pas été impoli, j'ai juste fait le malin pour Dominique. Et j'ai mon président de comité à l'époque qui m'appelle le lundi, Stelio. Tu fais quoi à la course? Oh, je fais 24, pas si mal pour une première, tu vois, je suis un truc comme ça. Mais surtout que le lundi, Stelio, il m'appelle, il me dit, Steve, faut que tu fasses une lettre d'excuse, sinon tu ne seras plus jamais pris en équipe de France. Et moi, le pire, c'est que je dis, mais qu'est-ce que tu me dis, je ne vais pas faire de lettre d'excuse, j'ai rien fait. Et c'est là que tu vas comprendre aussi. Mon père, il me dit, tu fais une lettre d'excuse, tu te démerdes. Et ma mère me dit, mais s'il n'a pas été impoli, il n'a pas à s'excuser. Il y avait ma mère qui me défendait, tu vois. Elle m'a toujours défendu. Pourtant, je lui en ai fait voir, mais je l'aime tellement. Franchement, elle, je tue quelqu'un, elle dit que je ne l'ai pas tué, tu vois. Et j'ai quand même fait une lettre d'excuse. J'ai revu Jean-Yves, il m'a dit, mais je te prendrai plus. Mais j'ai été champion de France l'année-là.
Il a dû me prendre. Il m'a pris au championnat du monde après Manosque. Et puis après, c'était de l'histoire ancienne. On en a beaucoup rigolé. Mais je me suis fait quand même virer du Campanile à cause de Dominique Arnoux. Et tu racontes souvent aussi que dans ces premières années en équipe de France, tu viens de nous raconter le vélo Cannondale, t'en as qu'un seul. Ouais. Tu disais tout à l'heure, ton père est peintre, ta mère est nourrice. Vous êtes une famille avec beaucoup de frères et sœurs. Vous n'avez pas des moyens extraordinaires. Tout le monde a 2 vélos. Tu sens à l'époque, toi, qu'en équipe de France, dans un milieu, le vélo, c'est un petit milieu. Souvent, on y vient par attache familiale en plus. Qu'on te regarde un peu bizarrement, c'est qui ce gars-là, qu'on connaît moins, qui a qu'un seul vélo, il est différent de nous? Non, on me fait des réflexions. Mais honnêtement, je m'en fous. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit à vouloir absolument 2 vélos, à être comme tout le monde. Non, c'est plus le staff avec qui je rigole, avec qui j'essaie de taper des pneus, parce que mon père m'achète jamais les bons pneus, ou alors je les ponce. Donc j'étais cool avec les mécanos. Mon père m'avait dit, tu leur payes une bière. Ils t'ont lavé ton vélo. J'ai dit, oui, t'as raison, c'est vrai. Donc je leur payais une bière alors que j'avais pas de thunes. Mais non, j'étais pas vraiment en marge. Mais ça a quand même toujours été un truc où je regardais toujours les mecs pour me justifier, entre guillemets. Par exemple, quand je prenais un tir ou que j'avais pas un bon résultat, je dis ouais, mais j'ai qu'un vélo. Comme tous les gamins, tu sais, tu cherches une excuse. Mais j'ai jamais été envieux durant cette période de me dire je pourrais jamais réussir parce que j'ai pas le bon matériel. Pour moi, ça n'avait jamais été ça. Mon père m'a toujours dit, ma mère aussi, nous on s'en fout du résultat. Tout ce que tu feras, ce sera bien. Du moment que tu te donnes au maximum. Ils m'ont jamais mis la pression sur quoi que ce soit. Par contre, il m'a dit, si je te donne toi 3000 balles, je donne 3000 balles à tes 2 sœurs et je donne 3000 balles à ton frère. On a toujours été mis sur le même pied d'égalité. Mais voilà, ça a été pour moi quelque chose d'assez dur. Plutôt après, quand tu arrives dans les années J2, Espoir 1, là, tu as comme des sponsors. Là, tu sens que pour chercher une meilleure performance, il faut quand même des fois mettre un petit peu de thunes. Ça a toujours été un petit peu le système D quand même. Et ça a été un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'après, derrière, tout au long de ma carrière et surtout sur mon après-carrière, je voulais pas que quelqu'un ait ce même sentiment. Moi, mes années Espoir, je pense que je suis un petit peu frustré de ces années-là parce qu'il m'a toujours manqué un petit truc. Toi, j'ai fait 3 championnats d'Europe. Je crève 2 fois sur mon dernier championnat du monde à Saint-Vendel parce que j'avais pas les boyaux, j'étais encore en pneus. Tous des petits trucs parce que j'ai pas eu l'investissement, tu sais, matériel pour aller chercher une performance de haut niveau. Après, voilà, c'est comme ça, c'est fait, c'est ce qui m'a construit et façonné. Mais c'est aussi pour ça que je voulais que derrière, si je faisais une équipe, si j'aidais des gamins, j'allais aider des gamins pauvres, entre guillemets, pour pas qu'ils aient cette frustration. Parce que tu vois, je t'en parle encore aujourd'hui, et ces 4 années Espoir, c'est con, hein, mais c'était que des petits trucs qui auraient peut-être pu me faire passer dans une autre dimension ou dans une autre galaxie, tu vois. Si on avance un petit peu, on fait un bond de 6-7 ans dans ta carrière, on arrive en 2006, t'es élite, t'es dans l'équipe de France des grands, celle de Dom Arnoux quelques années plus tôt. T'es au championnat du monde de cyclocross, t'es le petit jeune, t'as 22 ans. Tu vas faire 4e en aidant Francis Mouret, qui est le visage du cyclocross français à l'époque, qui lui fait 3e. Si je dis pas de bêtises, dans cette course-là, tu essayes de faire la cassure pour lui, pour l'aider, pour qu'il aille chercher ce titre mondial. Ça fonctionne pas. Et toi, tu fais 4. Est-ce que tu te dis à ce moment-là, j'ai bossé pour le leader, pour celui qui était plus expérimenté, mais il y aura d'autres années pour moi. Je reviendrai, je ferai mieux, sachant que finalement, dans ta carrière, cette 4e place au Mondiaux de 2006, c'est ta meilleure. Franchement, quand je fais la cassure pour Francis en 2006, je fais la cassure à un pote parce que ça fait depuis 93 qu'on n'a pas eu de médaille dans un championnat du monde élite. Et quand j'étais Espoir, sur mes années Espoir, c'était aussi toujours la question des journalistes. Ah, vous marchez bien chez les jeunes, mais en élite, etc. Et moi, là, j'arrive, je suis dans le coup. Et c'est vrai qu'avec l'équipe de France, on a quand même les étoiles alignées ce jour-là à Zedam. On a Sven Nys qui tombe dans le dernier tour. On a des crevaisons de Sven Van Tourenhout. On a Radomir Simonek qui tombe. Et on se retrouve assez rapidement à 5. Et je me dis, si on fait 4 et 5, c'est un peu de la baise. Et moi, en plus, comme tu l'as dit, je viens d'arriver dans la catégorie. Ma meilleure place, ça doit être 10 ou 11 sur une Coupe du Monde, ce qui est déjà énorme pour une première année élite à l'époque. Et donc, en fait, je me dis, on va assurer la médaille. Et on est dans l'avant-dernier tour, il y a un petit passage technique, et hop, je fais la cassure pour baiser Van Open. Et il y a Francis qui part avec Bart Wellens et Erwin Verweken. Mais ça va paraître prétentieux ce que je dis, mais je caresse les pédales, un truc de dingue. Parce que je suis là, déjà, ce qui est incroyable, hein, c'est que j'ai l'impression de vivre un rêve, c'est-à-dire que je vais jouer avec les meilleurs du monde, que je regarde encore comme ça. Je suis avec Bart Wellens, etc. Francis qui nous mettait des volets tous les week-ends. Là, je suis avec lui et je peux l'aider. Donc, à aucun moment, j'ai une conscience sportive de me dire « Steve, tu peux, toi,
aller faire une médaille ou tu peux même être champion du monde. Et donc, ils prennent ces 10 secondes et je laisse faire Van Open. Puis je me dis, au pire, si ça rentre, je suis avec eux. Et puis lui, il est cramé. Et puis on est 4, 2 Français, on est sûr d'avoir une médaille. Donc j'ai joué petite bite, on n'a pas joué gagnant. Puis résultat, on fait 3 et 4. Mais tu sais que je lève les bras à l'arrivée. Je fais 4, je suis premier des non payés. Aujourd'hui, je dis 4e, c'est vraiment la place du con, il faut mieux faire 5. J'ai le même protocole que les 3 premiers. Donc je vais derrière le podium au cas où, machin. Je vais au contrôle antidopage avec les mecs et tout. Et je suis plus heureux, limite, que Bart Wellens qui est 2e. Et donc c'est pas un regret? Non, c'est pas un regret. Mais c'est après coup, quand ta carrière, elle défile, tu te dis, parce que donc, tu viens de faire 4e des championnats du monde. On te tombe dessus. Le sélectionneur, tu as 22 ans, tu vas progresser, tu vas faire une saison route, tu vas prendre du caisson, tu peux être champion du monde. Sauf que moi, le vélo a toujours été un jeu. Et là, pour l'une des premières fois, on me met un espèce d'objectif sportif qui va un petit peu toujours me ruiner parce que je pense qu'à ça. Et j'ai jamais fait mieux. J'ai jamais fait mieux. C'était une année où, je le raconte aussi régulièrement, j'étais étudiant à Besançon au STAPS. Le jeudi soir, j'étais en boîte. J'ai allé au championnat du monde, j'avais ma sélection, j'étais content. Ça s'appelle le Kousti. Et jeudi soir, soirée étudiant jusqu'à 2h. Alors je picole pas et je bois pas, donc tant mieux. Mais je suis sorti jusqu'à 2h et le lendemain, on prenait la route de Zedam. Et moi, je suis rentré à 2h. Bombe up, je vais au mondial. Et je fais 4. Mais va comprendre pourquoi derrière, il faut être sérieux alors que tu fais 4 d'un championnat du monde en étant sorti le jeudi. Donc c'est un petit peu une place qui m'a desservi dans ma carrière sportive, mais qui m'a servi parce que c'est cette place-là qui m'a fait passer pro sur route, alors que la route, je m'en tapais l'oignon. Justement, c'est là où je voulais en venir. Tu signes chez Aubert dans la foulée. Ouais. C'est ton premier contrat sur route, payé au SMIC à l'époque. C'est cette 4e place au mondiaux de cyclocross qui t'amène ce contrat? Ouais, clairement, parce que alors à l'époque, j'étais au CC Etup et j'ai une bourse de 6 000 € à l'année par Cofidis. Donc je fais un stage avec Cofidis, mais Cofidis, ça va pas se faire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, puis je m'en fous. Et j'ai quand même Stéphane Javalet qui m'appelle et qui me fait monter à Aubert. Le manager d'Aubert. Le manager d'Aubert à l'époque, Jaja, qui me fait monter à Aubert et qui me dit viens avec tes cahiers et tout. Tes cahiers. Parce que les mecs notaient leur entraînement et tout. Moi, j'ai jamais rien noté. J'étais complètement à l'arrache. Il me dit combien t'as fait de bornes cette année? Bon, je sais pas. T'inventes un truc? 10 000, 12 000. Je lui dis à peu près à la louche. Il me dit tu sais que c'est très très peu chez les pros. Ben, je dis alors. Et il me dit moi ce qui m'intéresse c'est le cross. Il m'a dit ouais mais pour faire du cross faut que tu fasses de la route et inversement. Ben, je dis vas-y go, pas de problème. Et là en un coup de cuillère à peau je signe. Et je signe ma première année Aubert où là je vais beaucoup bâcher, je vais prendre cher. Et il avait raison à l'époque, Jaja. J'avais fait trop peu de kilomètres, j'avais fait des fondations de merde sur la route. Mais sur ma 2e année, là je me fais plaisir. Je fais 2 de la Coupe de France, trophée des grimpeurs, je gagne le circuit de Lorraine. Je fais 2 ou 3 à Châteauroux. Non, sur la route je commence à me faire plaisir. Puis ouais, y a peut-être moyen d'aller voir ailleurs ce que ça donne. Justement, tu dis tu gagnes le circuit de Lorraine en 2008, une étape, le général. Quand on a cet âge-là, on se dit c'est une première victoire, il y en aura d'autres. Ou tu as conscience de te dire bon, faut la savourer parce que je suis peut-être pas un coureur qui va gagner 50 fois dans ma carrière. Déjà, je viens d'être papa en avril 2008. Donc papa jeune, quand même 24 ans, c'est relativement tôt, mais ça faisait déjà 7 ans que j'étais avec, pour le coup maintenant avec mon ex-femme, mais avec Lucie. Et non, mais je suis dans une euphorie totale, mais vraiment, je pense pas que ça va être une des rares victoires chez les pros. C'est plutôt, je franchis un cap et je vais continuer à travailler en vue du cyclocross. J'ai toujours dans l'état moi, dans ma tête, ça a toujours été quand même le cross. Surtout mes 2 années à Aubert. Et puis, à force de discuter aussi avec les mecs, c'était aussi de me barrer pour gagner un peu plus de pognon parce que on était au SMIC. On était tous au SMIC à Aubert. Ça, c'était génial. Parce qu'il y avait pas de c'est toi qui payes la bouteille parce que non, c'était plutôt c'est quoi, prends le ticket, on va se faire rembourser ce ticket là alors que personne l'a payé. Ça a été 2 années vraiment extraordinaires, on a rigolé, on roulait, on était une bande de potes. Ouais, c'était incroyable, mais à force de discuter avec les mecs, je me disais mais en fait Steve, tu fais du vélo, c'est vraiment passion rémunérée quoi. Donc toi qui n'as jamais eu de thune dans ta vie, tu peux peut-être aller voir plus haut, tu peux peut-être quand même te faire un max d'oseille. Avant de parler d'aller plus haut, ta première course pro sur route, c'est l'Étoile de Bessèges, une étape gagnée par Angelo Furlan, et 2e de cette étape-là, c'est Cavendish. Et toi, tu finis à 10 minutes. Ouais. Tu t'en rappelles, tu as un souvenir de ça, tu prends une grosse claque ce jour-là, tu te dis ah ouais, c'est ça le monde des pros? Je me rappelle très très bien. Et non, je me suis pas dit c'est ça le monde des pros, j'ai pris une grosse claque. J'ai dit mais bande de charlots, vous allez voir quand je vais vraiment me mettre à la route. Et j'ai mis du temps, j'ai mis 1 année quand même à prendre des tirs, mais où j'étais en confiance. Et je me rappelle aussi très très bien que Javalet m'a aussi chopé entre 4 yeux parce que je bâchais quand même beaucoup. Moi je dis non mais c'est bon, je suis pas bien, je bâche. Non mais faut que tu fasses les bornes. Faut que tu travailles. Tu vas dégager Gérard Brox qui était mon entraîneur de l'époque, avec qui on avait un plan établi sur 5-6 ans.
Gérard, il était respecté d'ailleurs, il était très bon pour ça parce qu'il a emmené Absalon pendant de très longues années. Il était plutôt sur une carrière longue. À Javalais qui m'a dit tu vas bosser avec Guy Galopin et tu vas voir, c'est tout de suite qu'on veut des résultats. Je dis ouais. Il me dit si. Et là j'ai commencé à travailler avec Guy et les résultats sont venus l'année d'après. Mais ouais non, Bessèges, je me rappelle parfait, j'ai pété comme un malpropre. Je faisais la masse. Et donc après, on parle d'aller viser plus haut. Tu signes en 2009 chez B-Box Bouygues Télécom, l'équipe où Dominique Arnoux, ton idole de jeunesse, est directeur sportif. Tu disais, je veux gagner un peu plus d'argent. Tu fais plus que x2 sur ton salaire. Tu gagnes 3 000, 3 500. Ouais. Comment ça se fait, cette signature chez B-Box, l'équipe de Jean-René Bernodeau? Elle se fait parce que justement, je suis fan de Dom. Donc je lui dis, écoute Dom, machin, tu peux pas faire quelque chose pour moi, etc. Il parle de moi à Jean-René. Et ça s'est fait relativement tard. Quand même, je crois que ça a dû se faire au mois d'août ou un truc comme ça. Mais j'étais en discussion et honnêtement, j'ai même pas négocié le tarif. C'était 38 000 à l'année. 38 000 à l'année la première année. Mais surtout, moi, je rejoignais mon idole. Et lui, quand même, sur mes années au Berre, me disait, mais en tant que crossman, avec le punch que tu as, parce que j'allais faire les sprints massifs aussi à l'époque, et puis je passais quand même plutôt bien les bosses, assez courtes. Il m'a dit, mais sur les classiques, tu vas te régaler. Il m'avait aussi un petit peu pris, je pense, sous son aile pour que je performe et sur route et en cross. Et ouais, Chine chez Bouygues, et là, pour moi, j'ai l'impression que je viens de signer au Real Madrid ou au PSG. C'est l'équipe de Thomas Vauclair qui a été maillot jaune pendant 10 jours sur le Tour 2004. L'équipe de Pierrick Fédrigo qui est une des grosses têtes du vélo français. Ça te fait bizarre? Ouais, je suis trop content. Je les regarde avec des yeux écarquillés. Au-delà des coureurs, c'est que je vais être avec Dom. Ils sont OK pour qu'on fasse du cyclocross avec Arnaud Lab et avec Julien Belgy qui sont là-bas. Donc il y a une vraie antenne cyclocross. D'ailleurs, JR, il a toujours été cool là-dessus. Il a toujours laissé faire du cyclocross aux mecs s'ils avaient envie et plutôt de manière assez poussée. Il nous mettait le bus. On avait Seb Pinot, le frère de Jérôme qui était avec le bus, etc. Et on avait des vélos de dingue. On était en time la première année. Le time de Bonnen, tu vois, avec le Campa, qui marchait pas super, mais c'était cool. Et après, j'ai découvert les classiques. Et là, j'ai découvert un espèce de cyclocross bis sur les Flandriennes. Et là, c'était, tu fais du cross, OK. Tu veux être champion du monde, OK. Tu vas tout faire pour y être. Mais il y a les classiques derrière. Et les classiques pavés, c'était pour moi l'amusement suprême sur la route. Mais justement, c'est une de tes premières courses avec B-Box, ta 3e course, Grand Prix E3. Donc des pavés, une des grosses classiques flandriennes. T'es échappé avec 2 autres coureurs. Tu te fais larguer de ce petit groupe, donc t'es en chasse-patate entre le peloton et l'échappé. Et tu bâches, t'abandonnes alors que t'es pas repris par le peloton. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je pense que Dom, il pourrait t'en parler aussi. C'était Dominique Arnoux, le DS, sur cette course-là, ce jour-là, qui conduit la voiture. Ouais, on est au Grand Prix E3, il fait un temps de merde, faut préciser, il y a météo pourri. Et en tant que crossman vosgien, tout le monde pense que j'adore ça. Je déteste la pluie, je déteste le froid. J'ai pas une musculature et je suis assez fin, j'ai tout de suite froid, ça va pas du tout. Donc on dit, écoute, si tu veux que ça se passe bien, si tu veux pas avoir froid, machin, va dans l'échappée. Et je me retrouve en échappée avec Jean Zen, David Boucher et Liu Vestra. Donc 3 bêtes à foin. Autant te dire que je passe un sale quart d'heure. Et en plus, on n'a jamais plus de 2 minutes, 2 minutes 30. Mais on fait les secteurs pavés devant, etc. Et je pense qu'à 50 bornes de l'arrivée, je suis pendu. Je suis taquet, j'ai tout mis, j'ai rien géré, j'ai roulé avec eux, alors qu'ils sont 10 fois plus forts, du moins sur ce genre d'effort. Et donc, je pète au moment où je suis trempé, où je suis gelé, je suis frigorifié. Et quand même, les anciens, c'est des petits salopards, parce qu'ils m'avaient dit, ouais, quand tu vois une bagnole, machin en Belgique, faut faire gaffe, faut se jeter dedans, parce que si t'es à plus de 5 minutes, t'es dans la circulation, et tu tournes en rond et tu peux te perdre. Et moi, un peu trouillard. Et là, je vois la voiture de Blaise Chauvière. Donc, j'ai pété. Je suis à 30-40 secondes. Le peloton doit être 30-40 secondes. Je vais me faire reprendre. Mais je suis mort. De toute façon, j'aurais pris un quart d'heure. Et là, je m'arrête. Je saute dans la voiture. Je suis comme ça. J'ai mon blaisou. Le peloton passe. Moi, limite, je dis, allez, les gars, je les encourage. Et Dom ne sait pas où je suis. Et à l'arrivée, il m'engueule comme un papa. Parce que lui, la voiture est derrière le peloton. Exactement. La voiture est derrière le peloton. Et il sait pas où je suis. Il a entendu à la radio peloton que j'ai pété. Et il se dit, on va le reprendre dans le peloton, machin et tout. Puis après, il est où Steve? Non, mais Steve, il s'est jeté dans la voiture et il a bâché avant le peloton. Donc j'étais en course devant le peloton et j'ai bâché. Et donc quand il m'a engueulé dans le bus, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je vois un mec qui abandonne alors qu'il est devant le peloton. Puis comme d'hab, moi, ça fait ça. Et puis j'ai dit, mais écoute, j'avais froid. Et j'étais gelé. J'avais pas conscience déjà que c'était un travail, tu vois. C'était, moi j'ai froid, je m'arrête. Je suis chez moi, il fait mauvais, je rentre chez moi, tu vois. Donc j'étais
pas professionnel du tout. En plus, je pense que comme 99% des courses où il pleuvait, j'étais mal habillé parce que très froid, frileux comme pas possible, mais j'aime pas suffoquer. Donc je mettais toujours moins que les autres. Ah non, mais tu vas crever avec ton kawaii, tu vas suffoquer. Non, j'ai bâché avant le peloton. Putain, je verrais un mec faire ça aujourd'hui, je lui mettrais une tarte. Quelques semaines après, tu découvres les très grandes courses pavées et tu vas sur Paris-Roubaix, la plus grande des classiques. Tu prends encore l'échappée et tu te retrouves à rentrer deuxième dans la trouée d'Arambert. Tu découvres Paris-Roubaix, c'est ta première, et t'es deuxième dans le secteur pavé le plus mythique, celui qui fait super mal aux jambes. Tu le vis comment? Ah bah bien. Après ce Roubaix-là, il est assez incroyable parce que déjà la veille, je vais voir le médecin. Je lui dis ouais, demain prépare-moi des sparadraps là à tous les doigts. Alors que j'avais jamais essayé, mais j'avais vu les pros qui faisaient ça de l'époque, tu vois. Et surtout la plus grosse erreur de toute ma vie. Et ça d'ailleurs, je sais pas c'est quelle caméra, mais franchement, ne mettez jamais un cuissard neuf à Roubaix. Et le pire, c'est qu'à l'époque, on pouvait choisir même notre peau de chamois, tu vois, dans le cuissard. Et je discute avec Ronnie Marcias. Et Ronnie, il avait une peau de chamois hyper épaisse et hyper large, si tu veux, qui venait vraiment sur l'intérieur des cuisses et tout. Alors que moi, j'avais une basique. Oh, j'ai dit, Ronnie, t'as pas un cuissard comme ça pour moi demain? Il me dit, oh, pas de problème, mon Steve, j'ai un cuissard neuf pour toi, machin. Putain, il me passe le cuissard neuf et je le mets. Et je pense qu'au bout de 30 bornes, je suis déjà irrité ici. Je suis pas habitué, rien du tout. Je suis dans l'échappée. J'ai des sparadraps au doigt qui me coupent la circulation parce que moi, je me suis dit, faut pas que j'ai mal au doigt. Et effectivement, je me dis, vas-y, kiffe, rentre devant dans Arambert. Bon, je me fais un petit peu passer et je finis hors délai, ouais. Je finis hors délai, mais j'ai pris l'échappée, j'ai découvert cette course et je me suis dit qu'elle était vraiment cool. Et l'année d'après, je l'ai refait sans gants, cuissard dépassé depuis au moins 3 semaines, un mois et différemment, ouais. Tu dis, tu as fini hors délai. Ouais. C'était important pour toi de finir. Tu t'es dit, là, j'ai envie d'aller jusqu'au Vélodrome. Ouais, parce que déjà, c'était pour moi comme bâcher un cyclocross. Dans mon état d'esprit, une classique pavée, c'était un grand cross, c'était du jeu. Et puis quand même, j'avais quand même aussi une certaine fierté. On m'avait dit, il y a une course dans ta carrière que tu dois finir vraiment, c'est Paris-Roubaix. Donc ouais, je la finis hors délai. Je finis, je suis mort. D'ailleurs, et l'une de mes plus grandes frustrations, ça c'est pareil, tu demandes au gars de chez Bouygues, je sais pas s'il s'en rappelle, je suis monté dans le bus, je me suis couché comme ça, et on m'a dit douche-toi. J'ai dit non mais je vais aux douches. Parce qu'à l'époque, on respectait la tradition, on allait aux douches. Les douches de Roubaix, Ouais. du Vélodrome. Et je me suis pas douché dans les douches de Roubaix. T'y es pas allé finalement? Non, j'étais trop mort. J'étais trop mort. Cramé. Et je me suis dit, de toute façon, je reviendrai la prochaine et j'irai aux douches. T'y es allé après? Tout le temps. Les 5 autres éditions, douches. Je crois que cette première, même, t'es tellement mort qu'il y a un petit vomi dans le bus, non? Ouais. Très gros vomi. Non, parce que j'étais tellement mort, j'ai bouffé des gels à bloc. C'était 2008, hein. Mon premier Roubaix, on n'avait pas cette conscience de la nutrition. Puis quand tu es dans l'échappée, tu bouffes moins, on n'a pas sur les compteurs, on n'a pas le compteur qui te dit « pensez à manger ou à boire ». Et je suis tellement cramé en hypo les 40 derniers kilomètres, hein. Vraiment, je bouffe des gels à bloc, je prends tous les bidons qui passent. Ah, et bon, là, au niveau du ventre, j'étais pas habitué. Ouais, j'ai dégueulé dans le bus. C'est aussi pour ça que j'ai pas été aux douches. C'est ce printemps-là que tu tombes vraiment amoureux à la fois du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. On disait tout à l'heure en introduction, tu as fait 6 fois les 2 monuments pavés. C'est le moment où tu découvres, oui, tu connaissais le cross et tu découvres les monuments et tu te dis, ouais, c'est des courses sympas. Ouais, c'est des courses sympas. Puis aussi, encore une fois, j'étais bon. Parce que physiquement, j'étais franchement parmi les plus mauvais. Mais sur les séquences de courses où il fallait être devant, j'arrivais à être devant parce que je suis un petit filou, tu vois. J'arrivais à jouer alors que je sentais que j'étais moins bon. Comme je l'ai dit, j'ai pas ce passif sur route où je peux en mettre de partout. Si je suis en échappée avec 5 mecs, je suis une merde. Je suis fait un nul, ça s'est vu au Grand Prix E3. Donc non, je kiffe vraiment ces courses-là. Il y a Dom qui est là. Puis comme je suis bon et que j'arrive à me placer, je suis avec les champions, tu vois. Ça m'est arrivé sur des séquences d'être là, placé dans les 10, alors qu'il y a que les grandes équipes. À l'époque, c'était Quick Step, tu vois. Et puis je suis au milieu des Quick Step. Qu'est-ce que le gars de Bouygues il vient foutre là? Parce que j'arrivais à me faufiler, j'avais ce truc technique pour être devant. On reparlera des classiques après, mais dans la foulée de ce Paris-Roubaix que tu finis hors délai, tu vas sur le Giro avec Thomas Vauclair, le leader de l'équipe. Toi, c'est ton premier grand tour. Tu découvres une course de 3 semaines et ça se passe pas tout à fait comme prévu, non? Non, ça se passe pas comme prévu parce que déjà je prends très très cher sur une course de 3 semaines. Mais je me rappelle très très bien de Thomas. C'est un super capitaine de route et tu l'as eu en interview, Thomas. Franchement, c'est un super mec, c'est un chic type. C'est quelqu'un sur le Giro qui n'a pas hésité à prendre les 3 néophytes. On était 3 néophytes sur un grand tour. Il y avait Julien Belgi, moi et Evgeny Sokolov. Et Thomas, franchement, c'est un bout en train. Avec lui, tu rigoles, tu fais le con, etc. J'adorais passer du temps avec Thomas. C'était à l'échelle de celui qui racontait le plus de conneries. Donc c'était vraiment tip top, on rigolait. Mais contrairement à moi, il savait être sérieux.
Et du coup, il nous a chopé les 3 dans sa chambre la veille du départ. C'est un chrono par équipe. Et on dit, les gars, c'est votre premier grand tour. J'aurais aimé qu'on me dise ça. Les gars, l'objectif, c'est de finir. Donc, si je vous vois vous battre pour faire 48e sur une étape de montagne, alors que tu peux être 150e dans le groupe et toi tourner, déjà, je te le dirai. Et le lendemain, s'il y a une chance d'aller dans l'échappée pour gagner l'étape et que tu n'y vas pas, je vais te pourrir. Je dis, putain, bah ouais, pas de problème. Sauf que moi, j'allais vite au sprint. Et puis, dans ma tête, ouais, Milan, dans 3 semaines, la bringue, quoi. Tous les jours, la bringue, la bringue. Et puis, en fait, non, au bout de 7-8 jours, plus de son, plus d'image, cramé. Je suis parmi les etc. J'arrive pas à aller dans les échappées. J'ai dû faire 1 ou 2 sprints. Je faisais une fois 9, je crois, ou 11 peut-être le premier sprint. Et puis je repars pas à la 14e étape ou 13e, je sais plus. Je suis mort. Il y a le médecin, il vient le matin, il me prend ma tension, il me dit non, tu repars pas. Je dis si, je repars. Non, tu repars pas. T'as 9 de tension, t'es mort. Et je suis pas reparti. Donc c'est comme ça que se finit ton premier grand tour. Ouais. Ensuite, on arrive à ta 2e année avec Bouygues 2010. Et là, tu gagnes la première étape des 3 jours de la panne. Tu te retrouves avec le maillot de leader. C'est ta 3e, dernière et plus belle victoire. Est-ce que tu te dis à ce moment-là, ok, sur les classiques, je suis au sommet de ce que je peux faire, c'est mon meilleur niveau? Ouais, bah ouais. Je me dis que je suis au sommet alors que j'ai rien fait. Je suis seulement en train de confirmer un petit peu le travail. Et il fallait derrière peaufiner et travailler peut-être encore un petit peu plus. Je gagne à la panne sans vouloir gagner parce que je viens de faire, je crois, 4e de à travers la Flandre. On est derrière Mati Brechel à 3 avec Terpstra et un autre gars. Donc je fais 4 quand même. Aujourd'hui, c'est une classique World Tour, tu vois. Et Dom me dit non, mais la panne, Steve, tu le fais comme ça. C'est de la prépa pour le Tour des Flandres. Ouais, prépa Flandre. Il me dit tu fais mardi, mercredi, tu feras peut-être pas l'étape du jeudi matin, la mini-étape de 80 bornes et le chrono. Je me rappelle très bien, je suis en jambière, petite veste comme les Italiens, tu vois, le cache-cou. Enfin bref, je me prends pour un pro. Et William Bonnet me dit ça peut sortir. On avait fait au moins 80 bornes. Et parce qu'il n'y avait toujours pas d'échappée. Et tout le monde se préparait. Il y avait Stein Devolder qui avait gagné les Flandres. Tout le monde était là, la panne et tout. J'ai dit OK. Puis je vais dans une échappée de 7 ou 8. Et là, je passe avec eux. Moi, je me la tourne la patte. Et là, à l'inverse, mange bien. Hein, t'as les Flandres dimanche, machin, tac, tac. Et puis on arrive dans les monts pavés. Franchement, ouais, je caresse les pédales. Je suis en confiance. Et ça revient de derrière avec David Millar, Paolo Bettini, Danielos. Et en fait, ils reviennent et je suis le seul de l'échappée matinale à être avec eux. Et puis, ils me demandent rien. Et le matin, je me dis, mais là, les gars, je vais vous niquer, vous êtes morts là. Vous savez pas que je vais vite au sprint. Mais c'est vrai, ils me connaissaient pas, ils savaient juste que j'avais fait 4e. Et puis, ouais, je les nique propre. Ouais. Et justement, tellement un petit peu comme cette 4e place au mondial, je suis en prépa, je suis simplement en confiance, machin, je gagne une course. Qu'est-ce que tu veux derrière te dire mais en fait non, il faut être concentré, il faut être au millimètre, machin, etc. Et derrière, je fais les Flandres, je fais un très 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 beau Flandre. Tu te retrouves dans un groupe de 9 avec tous les cadors, Bonnen, Cancellara, Pozzato, Balan, je crois, t'as tous les meilleurs, Fetcha. Ouais, tous les meilleurs sur les pavés. Et il y a un maillot Bouygues au milieu de tout ça, c'est toi. Ouais. Tu te sens comment à ce moment-là? Tu te dis quoi? J'ai la trique, hein. Non, bah déjà, ça se fait déjà dans le Paterberg. Et ce Tour des Flandres-là, c'était Thomas qui devait s'occuper de moi avec Johan Gen. Et Johan Gen, pendant 120 bornes, j'ai pas mis un coup de pédale. Yo-Yo, il avait et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait aussi une aussi longue carrière avec JR. Hein. Parce que moi, pendant 120 bornes, je te jure, je me suis arrêté pisser, c'est limite, c'est lui qui me baissait le cuissard. Il était énorme. J'ai pas bouffé un pet devant. Après, il y avait Thomas. Il adorait les classiques aussi, Thomas. Et au-dessus du Paterberg, on est à 55-60 bornes de l'arrivée, on va vers le Koppenberg, on se retrouve à 9 sur les 3 bornes qui vont au Koppenberg et je me retourne. Dom dit n'en fais pas de trop, n'en fais pas de trop. Puis moi je passe, puis je leur fais le petit signe comme ça. Ah ouais, non mais là. Ah, j'ai le frisson, je te jure, regarde, j'ai le frisson parce que encore maintenant, la sensation que j'ai eue là, j'étais avec eux, tu vois. Derrière, j'arrive au pied du Koppenberg, Dom il dit passe-le en tête, tu sais jamais, ça peut glisser. Moi, je vois la cam devant et tout. Et je fais le cake et je vais sur le côté et je monte à pied. Parce que le Koppenberg, c'est le plus raide c'est le des plus raide. monts. Il y a du 22%. Il y a beaucoup de coureurs qui posent le pied parce qu'ils sont gênés. Ah, moi, je suis pas gêné. Toi, t'étais pas gêné. Non, je suis devant. Je suis en tête, je regarde, machin. Je me dis, je vais aller chercher la toute petite bande de 10 cm, machin. Je dois regarder s'il n'y a pas une caméra ou autre. Et j'ai la roue avant qui se dérobe un peu. Et en fait, derrière, je suis à pied. Donc, je monte à pied. En haut, je dis, pas grave. Je dois être 40e, ça va rentrer. Effectivement, c'est rentré. On est ressorti derrière. Et donc, c'est Cancellara qui, l'année là, fait péter Bonnen comme un cadet. Dans le mur de Grammont. Ouais, assez incroyablement. Et derrière, on est à 5 avec Sylvain Chavanel. Je tourne encore avec de nouveau David Millar. Non, David Millar est devant. Enfin bref, et on peut arriver pour la 5e place.
Mais on se fait reprendre à la Flamme Rouge par un petit groupe avec Tyler Farrar, machin, etc. Et je dois faire 14, 13 ou 14. Autour de la 15e place. Ouais. Ouais. Ça la fout mal quand même pour un crossman de monter le Koppenberg à pied, non? De dingue. De dingue. Surtout le soir, quand tu revois les images, tu te dis, mais quelle guiche. Et puis après, j'en ai rigolé. Je me suis dit, c'est pas grave. Comme d'hab, j'y retournerai l'année prochaine. Et tu parles de Fabian Cancellara qui gagne ce Tour des Flandres. C'était pas ton plus grand ami? Un connard. Ah, moi, je le détestais et encore aujourd'hui, j'ai du mal à passer haute parce que franchement. Mais j'aimerais bien avoir un jour une discussion quand même avec lui parce qu'on était les francese des mierda. Et moi, comme je te disais tout à Il l'heure. t'insultait comme ça? Ah ouais. Ouais, les Italiens, ils aimaient bien. Hein. Lui, il n'était pas italien, mais il avait la culture italienne. Ouais. Mais tu vois, autant entre classic man, tout ça, tu te parles. Alors, moi, j'avais l'impression que j'étais un classic man, tu vois, j'avais fait quelques preuves. Et les Lars Bohm, les Bonnen, ils me mettaient toujours une petite tape sur le cul, machin. Hey, Steve. Déjà, ils connaissaient mon prénom, donc moi. Ouais, du respect. Et puis, voilà, quand tu fais un intérieur à freinage, tu gueules, mais derrière, tranquille. Mais moi, je sentais vraiment qu'ils se foutaient de ma gueule. Ouais, ils se foutaient de ma gueule. Pozzato, par exemple, se foutait de ma gueule, mais derrière, j'allais le voir, et puis voilà, on discutait bien. Mais Cancellara, moi, ouais, lui, c'est vraiment le mec que j'ai vraiment pas apprécié dans ma carrière. Parce qu'il n'y a jamais eu de mot sympathique. Bah, c'est peut-être pour ça que c'est un champion, d'ailleurs. Hein. Bonnen était un champion aussi. Ouais, Bonnel. Mais aussi, il était plus sympa. Et il faisait l'effort toujours de parler en français. Il me demandait, je t'ai vu en cross, machin, etc. Chavanel, super cool. Fletcha, extraordinaire. David Millar, super cool. Non, j'ai même fait, pour te dire, un Tour des Flandres avec Armstrong, qui était chez Radio Shack. Et même lui, il m'a mis une petite tape sur le cul, tu vois. Donc, il me connaissait, entre guillemets. Donc, Parce qu'il t'avait vu sur le Giro 2009, Armstrong, où il fait sa reprise. Il t'a vu galérer sur le Giro. Peut-être qu'après, il était... J'espère que c'est ça. C'était comment de courir avec Armstrong à cette époque-là? Alors, les 2 années où tu es chez Bouygues, lui, il est chez Astana, puis Radio Shack. C'est les années du grand retour. Il essaye de gagner un 8e Tour de France. Et ensuite, il a tout perdu, évidemment. Mais c'était comment de courir avec un mec comme ça dans le peloton? Bah, moi, j'ai toujours été très respectueux des grands champions. Tu vois. C'est pour ça que Cancellara, j'aime pas, parce que je lui ai jamais fait un freinage. Je lui ai jamais fait. J'ai jamais fait un freinage à Bonnen. Par contre, il y en avait 5-6 comme ça que je respectais énormément et Armstrong, je le respectais. Donc si j'avais le moins. Surtout qu'on m'avait dit, Steve, toi, fais gaffe, les gens pensent pas comme toi techniquement. Je sautais un trottoir, j'évitais un petit trou, ou toi, je décalais la roue avant, comme Van Der Poel le fait aussi aujourd'hui. On a l'impression que Van Der Poel, il fait nimp, mais non, il s'amuse sur son vélo. Moi, j'étais dans cette dynamique-là. Non, j'étais content, je peux le dire aujourd'hui, j'ai couru avec Armstrong, ouais. Et donc, dans la foulée de ce Tour des Flandres marquant pour toi, il y a le Tour de France qui arrive, et tu es censé le faire. 6 jours avant, on te dit, bah Steve, prépare-toi, tu vas au Tour de France, pour épauler notamment Thomas Vauclair, qui évidemment est le leader. Et finalement, 6 jours avant le Tour, on t'annonce, Steve, t'y vas pas. Le départ, il est à Rotterdam, bah t'y seras pas. Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on t'explique? L'histoire, elle est que à l'époque, on donnait une liste de noms, une liste de 15 noms d'ailleurs. Et il fallait que les 9 du Tour au mois de juillet soient sur cette liste de 15 noms. Et cette liste de 15 noms, il fallait les donner genre le 15 mars ou un truc comme ça, avant que je gagne à la panne. Je gagne à la panne, je fais la période des classiques. Et en fait, sur les sites internet, même la communication de Bouygues, c'est les 5 sûrs seront Pierre Roland, Thomas Vauclair, je sais plus, et Steve. Et moi, c'est vrai que Dom me dit, on tirera au Tour et tout. Mais il n'y a pas de convocation au bureau. On dit, bah, par contre, maintenant, tu vas faire un programme de course pour le Tour et tout. Parce que moi, en vrai, le Tour, j'étais content. Mais j'avais quand même cette mémoire du Giro où moi, les grands tours. C'était quoi l'idée sur le Tour? C'était de faire des sprints, d'emmener les sprints pour un autre J'en sais sprinter? rien. J'en sais rien du tout. À ce moment-là, après la panne, je vois que je vais au Tour. On me dit, ouais, tu iras au Tour et tout. Bon, j'y c'est cool, mais franchement, ça me fait moins rêver que de me dire l'an prochain, tu vas jouer top 10 au Flandre ou à Roubaix, tu vois. Et ça se passe plutôt bien, la période post-Dauphiné. Et l'année-là, je fais le Dauphiné avec Pierre Roland. Je marche un peu comme ça, mais il y a une étape où au sommet du Glandon, on est plus de 30, 35 et je suis avec lui. Bon, l'arrivée à l'Alpe d'Huez, là, je prends un vrai tir. Je suis vraiment pas bien, je suis collé. Je marchais de toute façon en dents de scie et je commençais à être fatigué. Et Didier Rousse, déjà de l'époque, me disait, Steve, tu travailles pas assez, t'as pas le moulin pour sur route. Didier, il a toujours été anti-cross. Et je le comprends aujourd'hui parce que je pense qu'il avait vu que j'étais surtout un branleur à l'entraînement, je faisais pas assez de volume. Et finalement, on fait le championnat de France, je bats ce championnat de France. Et le lundi, on me dit non, Steve, tu vas pas au Tour, on met Yukiya Rashiro. Et on m'explique que voilà, il est japonais, alors il marche bien, mais que comme il est japonais, c'est important, voilà, la visibilité au Japon. Ouais, je suis sur le coup, un peu deg, mais bon, le samedi, je me suis mis une caisse. Et j'ai fait un tournoi de foot. Et il y a cette histoire de t'étais pas dans la liste. Et j'étais pas dans la liste de 15. Finalement, on ne sait pas s'ils pouvaient réellement. Est-ce qu'ils avaient la main pour te mettre? Pas. Bah, je pense pas parce que c'est aussi ce que m'a dit Dom. Et je le crois, c'est qu'il m'a dit, écoute, t'étais pas dans les 15 noms, machin. Bah, maintenant, j'ai jamais vu cette liste de 15 noms non plus. Hein. Effectivement, j'étais pas dans cette liste de 15 noms.
Donc voilà. Donc j'ai jamais fait le tour. Et en toute transparence, en toute honnêteté, à ce moment-là, je m'en carre l'oignon de jamais faire le tour. Le tour, ça m'intéresse pas. Je fais mon tournoi de foot, c'est l'été, je fais des barbecues, c'est ma coupure post-cross. Donc le mois de juillet, ça a toujours été rythmé pour moi par vacances et regarder le tour à la télé, mais pas en tant que coureur. Parce qu'on rappelle, comme tu fais le cyclocross l'hiver, là où les autres coupent, toi, t'es occupé. Exactement. T'enchaînes avec le début de saison, janvier, février, les classiques au printemps. Et en fait, quand t'arrives au moment de l'été, t'es potentiellement un peu plus cravé. En tout cas, t'as plus de jours de course que les coureurs qui ont coupé en novembre-décembre. Sauf que j'avais pas non plus un gros planning de course avant parce que j'avais pas le moulin pour encaisser tous les jours de course. Mais effectivement, non, pour moi, juillet, c'était la coupure parce que derrière, j'allais travailler août-septembre, 2 mois. Alors que c'est rien, 2 mois de volume pour faire octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois taqués en cyclocross. Donc là, tu as quand même 6 mois qui s'enchaînent. Donc juillet, vacances. Et le tour, tu le regardes quand même à la télé, ce Oui. tour-là que tu as loupé, où tu te dis j'aurais peut-être dû y être, tu le regardes? Ouais, j'ai toujours regardé le tour, hein, j'ai toujours regardé le tour, mais j'ai jamais regardé le tour en me disant je devrais être là, machin et tout. Même encore aujourd'hui, limite, j'en fais un atout. Et je le dis, j'ai jamais fait le tour, donc je peux pas comprendre. Mais je peux comprendre que quand tu as des mecs qui disent non, moi cette année, pas le tour, je vais à la Vuelta ou je vais au Giro, je peux le comprendre parce qu'il y a quand même une telle pression, un truc autour. Et puis ça fait du bien en juillet d'être un petit peu relax. En fin d'année 2010, le sponsor Bouygues s'arrête. Donc ton histoire avec Bouygues s'arrête aussi. Tu vas signer à la FDJ. Il y a des coureurs comme Thomas Voeckler, Pierre Rolland qui font le choix d'attendre jusqu'au dernier moment pour voir si Jean-René Bernaudot trouve un repreneur. Finalement, il y en a un, ça se fait sur le gong, c'est Europcar. Est-ce qu'il y a un moment où tu regrettes un peu d'avoir quitté cette équipe quand tu vois l'année qu'ils font en 2011? C'est l'épopée de Thomas Voeckler sur le Tour de France 10 jours en jaune qui finit 4e au général. Pierre Rolland qui gagne à l'Alpe d'Huez. Est-ce que tu te dis, à un moment dans l'année 2011, je suis parti, mais j'aurais bien aimé faire partie de cette aventure-là? Clairement, en 2011, non. En 2011, non. Alors, j'ai signé relativement vite chez FDJ. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà qu'il n'y avait pas de repreneur. Et moi, ma valeur marchande, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, c'était le pognon. J'ai été à la FDJ pour le pognon. Hein. Et c'était pas un truc de fou. Hein. C'était 120 000 à l'année. Bon, ce qui est très bien, hein, c'est 8 000 balles par mois. Je me rappelle très, très bien. C'était assez fou. Moi, ma valeur marchande, c'était après les classiques, puisqu'après, je faisais rien. Donc, j'avais dit à JR, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Il m'a dit, ouais, je te garde. Dom m'a dit, ouais, on te garde, mais on ne peut pas te faire signer un contrat. J'ai dit, ah bon? Et après, tu sais, t'entends les bruits. Alors, pas forcément des gars de l'équipe, mais t'entends les bruits. Ouais, il te garde, mais s'il n'y a rien, tu l'as dans le cul. Tu devrais signer parce que là, il te dit qu'il te garde, mais au mois d'août, si tu as une tendinite, ce sera moitié prix. Et moi, j'étais que dans cette logique financière. J'ai jamais été dans une logique sportive. Du coup, on m'avait dit, appelle Marc. Je l'appelle. Marc, ça t'intéresse? Grave, ok, machin, tac. Tu peux pouvoir avec David Le Bourdiec. Marc Madio, pardon, ouais. T'appelles que Marc Madio? Ouais, j'appelle que Marc. Et tout de suite, il me dit oui. Il me dit ouais, j'adore machin ce que tu as fait sur les classiques, le cross et tout. Et je signe 2 ans à la FDJ à 120 000 balles à l'année, ouais. Trop bien. Tu fais une année 2011 compliquée quand même sur les résultats. Ta première année FDJ, elle est pas sans doute au niveau Robin, de tes attentes? Je suis arrivé. J'ai gagné à la panne. Je suis arrivé. Ouais. Voilà. Et une petite déception quand même cette année 2011 quand tu fais un beau Milan-San Remo où t'aides notamment Johan Offredo qui va aller faire son top 10. C'est l'année je crois où Cavendish s'impose et Offredo se révèle un petit peu. Et toi après ce Milan-San Remo, la campagne de classique elle se passe pas bien. Il y a des explications, il y a des trucs. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a une explication. Alors déjà j'étais arrivé, ça c'est sûr. Mais Dans ta tête il y avait ce sentiment-là? Ah bah dans ma tête j'étais arrivé. J'ai travaillé, j'ai fait les mêmes choses que l'année d'avant, mais avec encore plus de relâchement. Donc, quand vraiment il pleuvait, mais que je m'étais dit je fais 5 heures, je faisais 4h30. Bon, en revanche, si je m'étais dit je vais faire une séance d'intensité, je faisais 1 ou 2 fois la bosse en plus, tu vois. Mais j'étais arrivé. Non, ce Milan-San Remo-là, déjà, il y a un peu de frustration quand je vais à ce Milan-San Remo parce que je fais pas Tirreno ni Paris-Nice parce que c'est aussi l'une des premières années où on avait les plateformes d'entraînement. Il fallait remplir nos entraînements. Et je pense que j'ai été le plus mauvais à mettre mes fichiers d'entraînement sur la plateforme. On me l'a jamais trop dit, mais je pense qu'on m'a quand même bien pénalisé en début de saison. Et du coup, je fais Paris 3, les 3 jours des Flandres occidentales, en préparation de Milan-San Remo. Et Jacques de Crillon, qui est l'entraîneur de l'époque, parce qu'il faut savoir que moi, j'avais pas d'entraîneur, hein, me dit, si tu veux, Steve, on se fait un mini-stage avant San Remo, on va sur la Côte d'Azur et je viens avec toi. Ah, j'ai dit, vas-y, on vient. Et en vrai, j'ai tartiné ce stage-là. J'ai dû faire 5 heures, 7 heures, 6 heures et avec du dernier et tout. Enfin, vraiment, moi, j'avais l'impression que j'avais fait un training camp de 3 semaines à Tenerife. Hein, mais j'avais juste fait 4 jours. Mais pour le coup, à San Remo, j'arrive en grande confiance et j'attaque dans la descente de la Cipressa. Et effectivement, derrière, bon, bah, il y en a 3 qui rentrent avec Yo-Yo, avec Johan Offredo, qui est le leader de l'équipe. Là, on est 4 devant, on a 25-30 secondes sur un petit groupe avec Greppel qui roule derrière. Et on arrive au pied du Poggio avec 30 secondes.
Et là, je me sacrifie vraiment pour Johan. Johan suive en Avermaet et au Grady. Moi, je bascule un petit peu loin parce que je me fais quand même rattraper. Et dans la descente, je m'éclate. Je m'éclate dans la descente. Donc, je me pète à la main. Tu vois, les cicatrices, on les voit pas là. Mais en fait, c'est parce que je m'ouvre la main ici. Et si tu cherches les articles dans l'équipe et tout, ils ont quand même communiqué aussi sur moi. Et là, j'étais content alors que c'est n'importe quoi. Il est blessé, mais il fait les Flandres, il fait Roubaix. Et c'est vrai que franchement, T'es tombé dans la descente du Poggio. dans la descente du Poggio, ouais. Mais tu finis quand même. Je finis quand même. Ouais, ça, les images sont incroyables. J'ai du sang partout, trop bien. Moi, je me prends pour un héros, trop cool. Mais je suis arrivé, tu vois. Donc après la porte de classique, je prends cher. Et j'ai une deuxième saison pour essayer de faire mieux. Et la deuxième saison se passe nettement mieux. On peut dire que tu fais ta meilleure campagne de classique en termes de résultats. Tu fais 8e de Gand-Wevelgem, 16e de Roubaix. Est-ce que tu sens qu'à ce moment-là que c'est tes courses et que tu deviens un coureur un peu important sur ces courses-là? Alors évidemment, t'es pas Bonen-Cancellara, mais tu peux faire des résultats sur ces courses et c'est souvent des classiques où il y a des petites surprises. Et tu te dis, ça pourrait être moi un jour la surprise sur un Gand-Wevelgem, un E3, voire un Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Bon, ça fait déjà 2 ans que je me le dis, que c'est mes courses. Mais c'est vrai que quand je fais 8 de Gand-Wevelgem, par exemple, ou 16 de Roubaix, on a aussi l'arrivée d'Arnaud Demar qui vient d'être dans l'équipe. Et ce 8e de Gand-Wevelgem, par exemple, c'était Arnaud le leader. Mais il y a ce Monkemel à passer, il y a du vent derrière. Et en fait, je suis le seul de la FDJ à avoir réussi à être dans le coup parce que je ne suis pas avec Arnaud, mais je vois qu'il y a une petite ouverture, puis il faut aller faire un freinage, etc. Donc je fais 8. Je suis content parce que je débloque mon compteur World Tour. J'ai la canne, mais il y a Arnaud qui est là, donc il faut cohabiter avec Arnaud. Mais on me dit toujours, t'inquiète, si tu as l'occasion de toi d'aller dans un coup, etc., t'y vas. Donc je saisissais ces occasions-là. Mais je les saisissais qu'à moitié, tu vois. Vu que dans ma tête, c'était toujours passion rémunérée, j'étais pas un travailleur, j'étais pas un bosseur. Ça me fait chier aujourd'hui de le dire, mais avec le recul, mais si j'avais travaillé un petit peu, si j'avais été un petit peu plus consciencieux sur tous mes entraînements, sur les reconnaissances, moi je faisais full confiance à l'oreillette. Aujourd'hui, je suis le premier à dire, mais les oreillettes, c'est génial. Mais j'étais guidé par Martial Gaillan à l'oreillette. Martial, il disait 800 mètres gauche, vous allez rentrer dans le secteur de Mater, machin et tout. Moi, il me disait ça. Alors après, quand je passais, oui, je reconnaissais. Mais j'étais un branleur. J'étais un vrai branleur. Alors que il y avait le truc là au départ. Et puis, forcément, entre 8 et 20. Alors aujourd'hui, aujourd'hui c'était 90e que je faisais. Mais à l'époque, avec un peu de travail, tu pouvais t'en sortir. Et j'ai jamais pris conscience de ça. En 2012, à la FDJ, il y a aussi un coureur qui arrive, c'est Thibaut Pinot, que tu côtoies. Il est de ton coin aussi. Lui, il est de Mélisée en Franche-Comté. Il va faire le tour, il va gagner une étape sur le tour, faire 10e du général, alors qu'il n'est même pas prévu d'aller sur le tour pour lui en 2012. C'est quel genre de gars à l'époque, quand il est tout jeune comme ça? Toi, vous avez quelle relation et c'est quel genre de personnage? Thibaut, déjà, c'est une relation très particulière avec lui parce qu'il est fan du PSG et moi, je suis plutôt team Marseille, tu vois. Et donc on se charrie là-dessus. On s'est quasiment jamais entraîné ensemble, alors qu'on habitait à 40 bornes l'un l'autre. Parce que Thibaut, il est déjà pro dans sa tête, intensité, il roule vite. Et moi, pour moi, c'est un hurluberlu. En tout cas, au niveau de l'entraînement. Mais la relation, elle est très très bonne. On parle très peu souvent de vélo parce que Thibaut, le vélo, lui, c'était un vrai travail. Il avait du talent, il voulait exploiter ce talent-là, mais quand il était hors vélo, c'était fini. Non, j'ai vu arriver, j'ai fait le Tour de Suisse avec lui. On était même sortis le soir parce qu'il était fin énervé. Le PSG avait perdu un match et on avait été dehors. Je crois que au moment c'était pas à Crans-Montana ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus trop exactement. Je perds le fil des lieux. Mais Thibaut, super mec, super mec. Mais on n'a rien sans rien puisqu'il a été cherché. Il a été le chercher parce que c'était un bosseur. Et sur le moment, je croyais que c'était un hurluberlu, tu vois. Et c'était une exception en fait dans l'équipe où il y avait beaucoup de mecs qui étaient comme toi, qui bossaient, on va dire, pas à fond parce qu'ils n'avaient pas envie de faire trop d'efforts, ou finalement c'était toi l'exception à bosser comme ça? Non, j'étais quand même une exception. Tout le monde bossait très régulièrement et bien. Tout le monde bossait avec des entraîneurs. Moi, j'avais pas d'entraîneur. J'étais tout seul. C'est-à-dire que je regardais à l'époque la météo et s'il fallait faire une grosse sortie parce qu'il faisait beau, j'y allais alors qu'on était 2 jours de la course peut-être. Mais comme je n'en avais pas fait avant, je suis quasiment jamais parti en stage. J'ai jamais fait de stage d'altitude. La bouffe, j'ai jamais fait attention. J'ai toujours été très linéaire. Alors attention, quand je dis linéaire, moi je suis pas quelqu'un qui craquait non plus à faire McDo, pizza, kebab, taquer pendant l'hiver. Tu t'es jamais pointé sur les courses en méforme, non? Non, j'étais jamais en méforme. Justement, j'étais linéaire. Mais on demande quoi à un mec? On demande d'avoir des pics de forme. Moi, je pense que j'étais toujours comme ça. Donc sur Roubaix et les Flandres, il fallait se sublimer. Je suis le premier à dire, les gars, pour gagner les Flandres, il faut être à 110%. Mais moi, j'arrivais aux Flandres, j'étais à 95, 98. Donc ouais, 16e, 17e, pas de reconnaissance, rien, nul.
Et Thibaut est un vrai bosseur. Il y a eu beaucoup de bosseurs. Arnaud Desmar est un bosseur. Nasser, très gros bosseur. Nasser, sur ses sprints, tout le monde bossait. Tout le monde bossait. Et moi, à aucun moment, t'imagines un petit peu le truc du mec, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit, c'est peut-être eux qui ont raison, tu vois. C'est que moi, j'ai gagné à la panne. Donc, je sais comment faut faire. Et quand les entraîneurs me disaient, t'en fais pas assez, je dis, ouais, mais moi, j'ai besoin de fraîcheur. J'ai besoin de jus. Quand on me disait, fais gaffe, tu manges beaucoup, tu peux peut-être perdre 1 ou 2 kilos. Je dis, non, 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 moi, j'ai toujours été comme ça. Le mec qui sait tout. Donc fin 2012, tu quittes la FDJ, tu signes chez AG2R La Mondiale, le plus gros contrat de ta carrière, 160 000 euros. Ouais. Est-ce que FDJ voulait te garder? Alors, FDJ voulait me garder, effectivement. Après les classiques, j'avais dit à Marc, est-ce que tu me gardes? Et il me dit, ouais. Et moi, je dis, mais par contre, faut mettre une petite rallonge. Il me dit, non, c'est pas possible, on n'a pas le budget. Je dis, Marc, j'ai fait 8 à Gand, je suis devant aux Flandres, je fais le taf et tout, mets-moi une petite rallonge. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il me dit, je te repropose un an pareil. Oh, j'ai dit, ok. Et puis, je crois que l'année-là, je dois faire une classique ardennaise. Je sais pas laquelle. Peut-être l'Amstel. Et Vincent, qui est dans la voiture, passe à côté de moi et me dit, Steve, donne-moi ton numéro. Pendant la course? Pendant la course, ouais. Et je lui donne mon numéro. Et il me dit, on se voit, on s'appelle et on se voit. Je dis, ok. Et moi, j'avais déjà quand même discuté avec Marc. Hein. Parce que moi, limite, le lendemain de Roubaix, j'appelais déjà Marc. Hein. Je voulais être sûr. Pour re-signer Pour à ce re-signer. qu'il te proposait? Non, pour demander un peu plus, mais pognon. Pognon tout de suite. Et donc, Vincent m'appelle, peu de temps après, et il me dit, combien t'as à la FDJ? Et moi, je lui dis la vérité. J'ai 120. Moi, je veux une autre propos. Franchement, je veux une rallonge. Et là, Vincent me dit, eh ben, on peut te proposer 160, 2 ans, ou 150, 3 ans. Tu as la sécurité avec 10 000 de moins à l'année. Non, mais excuse-moi, encore une fois, le crétinus qui voit que le chiffre. J'ai 162 ans tout de suite. Zéro négo. Et j'appelle Marc. Marc, il me dit, mais pourquoi je ne m'as pas appelé? Parce que moi, je n'avais pas tilté qu'en fait, il fallait juste négocier un petit peu, tu vois. Ah, je dis, non, non. Il se serait aligné? J'en sais rien. J'en sais rien, puis je m'en fous à la limite. Mais moi, si tu me dis, tu viens ce matin à 9h, je vais pas t'appeler 8h45, machin. Non, tu viens à 9h, tu viens à 9h. Tu me dis oui, tu me dis oui, tu me dis non, tu me dis non. J'ai pas conscience que c'est un jeu, tu vois. Enfin, que c'est un jeu. Qu'il faut aussi discuter, avoir des tractations. Donc, ouais, 2 années à 160 000 chez AG2R. Par contre, la condition sine qua non, t'oublies le cross. T'oublies le cross. Nous, on s'en fout. On veut que tu mettes des points sur les Classic World Tour. Nous, notre cible, c'est les grands tours, les courses à étapes. On n'a personne sur les classiques. Ils ont Lloyd Mondori à l'époque et 1 ou 2 mecs. Donc, on te paye bien, mais c'est pour que tu fasses les classiques taqués et que tu sois bon. Julien Jourdi me dit ça. Donc la première année, je ne fais pas de cross. Ouais. Et là, ça a été dur quand même. Tu m'as dit que tu n'avais pas été très bon négociateur pendant ta carrière. Zéro. Mais c'est quand même un beau contrat, 160 000 à l'année. Ah ouais, non, mais c'est un très beau contrat. Non, mais c'est sûr. Mais tu penses que si tu avais été meilleur en négo, tu pouvais monter bien plus haut que ça? Oui. Ouais, sans problème. Sans problème. Et en réalité, parce que j'avais tellement peur de passer d'un truc à rien. Alors que de passer de 160 à 150 à 180, ça ne changeait rien. Mais je n'étais pas dans cette dynamique de jouer. Tu vois. Non, il fallait que j'ai les sous qui tombent. Donc non, très mauvais négociateur. Un appel, c'est oui, envoie-moi le contrat. Est-ce qu'avec ce gros contrat qui arrive, tu fais une folie? Ou est-ce que tu avais fait une folie avant quand tu signes chez FDJ? Est-ce qu'il y a un moment où quand tu signes un gros contrat, tu as fait une petite dinguerie avec le premier salaire? Ouais, j'ai acheté une Chopard, petite montre Chopard. Ma mère m'a dit, c'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi avec tes sous. Que j'ai revendu d'ailleurs quelques années après. Non, j'ai pas fait une folie. La seule grosse folie quand même que j'ai fait, c'est que j'avais à l'époque, on habitait dans une petite maison mitoyenne avec Lucie et mes 2 enfants. Et je mettais de côté. Côté. Et pour l'achat de ma ferme, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pété tout mon épargne. J'avais 100 000 euros de côté et j'ai fait un crédit très court de 200 000 sur 5 ans. Et quand j'y pense, mais c'était... Il faut que la ferme, elle soit payée tout de suite. Tu vois. La peur des thunes. Donc, j'ai craqué les 100 000 balles. J'ai mis 100 000 d'apport, crédit de 200 000 sur 5 ans, en me disant, dès mon nouveau contrat G2R, comme ça, on va payer en 5 ans. Puis en fait, à la fin de la 2e année, j'ai appelé la banque. Je me suis dit, non, il va falloir rallonger les mensualités. Mais non, c'est juste que j'ai été élevé comme ça. La dinguerie, ça a été la montre. Mais j'ai très vite remis. C'était combien la montre? 3008 d'occasion. Mais ça va, petite folie. Petite folie. Mais ma mère m'a défoncé. Mon père m'a regardé comme ça. Il a dit, ah, c'est sûr que tu verras bien l'heure alors que tu es sans arrêt la gueule sur ton portable. Et il avait raison.
Et après, les folies que j'ai fait quand même, c'est des folies, mais j'étais tellement content. J'ai quand même envoyé mes parents à New York pour aller voir le championnat du monde de Lucie à Louisville. J'aurais payé quand même 2 billets d'avion, tout, j'avais tout pris en Alors, charge. ça, c'est pas une folie, ça, c'est beau. Ouais, c'était normal. J'ai payé aussi pour Noël. Toute ma famille, mes frères et sœurs, les copains, copines, les gosses, on était quand même une famille d'une bonne quinzaine. J'avais pris un cottage VIP au Center Park de Sarrebourg, les cottages à 15. Ça devait être 2000 balles, plus de 2000 balles la semaine, mais j'étais trop content, c'était leur cadeau de Noël. Mais pour moi, perso, j'ai jamais fait de dinguerie à vouloir rouler avec une bagnole de dingue. Mais par contre, je dépensais pour les autres. J'allais en boîte avec mes copains, c'était direct, on prenait 2 bouteilles. Et c'était moi qui payais. Et voilà. Quand tu débarques chez AG2R, tu côtoies un autre grand leader français, c'est Romain Bardet, qui à l'époque est à ses tout débuts. Tu as connu Pinot, tu as connu Bardet. Est-ce que tu détectes très vite chez ces mecs-là qui sont dans une catégorie à part et qui vont aller très haut? Oui, parce que c'est des mecs qui sont, comme je disais tout à l'heure par rapport à Thibaut, qui sont bosseurs. Et Romain, au-delà de ça, était lui aussi un petit peu plus au millimètre, même sur la préparation de son matériel, sur la bouffe. Chose que j'avais pas vue avant. Puis c'est des coureurs avec qui, quand tu discutes avec eux, voilà, ils savent où ils vont. Tu vois, ils ont un plan, en fait. Moi, je me fous de la gueule toujours des Visma, on a un plan. Même encore aujourd'hui, je rigole. Mais je pense qu'il y a vraiment un plan. Il y a vraiment un plan établi. Et ouais, Romain, super mec, hein. Super mec, premier stage, on fait un stage de ski de rando. Alors ils sont fous de ski de fond. J'avais l'impression qu'eux étaient fous de ski de fond comme moi j'étais fou de cross avec Sébastien Minard de l'époque. On était fans de cross. Tofri Blond était fou de cross. Mais à l'époque, il y a Guillaume Bonafont, il y a Romain, il y a Axel Daumont. C'est des dingues de ski de fond. Et eux, c'est ski de fond l'hiver. Ski de fond. Ils débranchent un peu du vélo, mais ils sont très sérieux. Et oui, ils savent où ils vont. Romain, il sait où il va. Ta première année chez AG2R, au printemps, tu fais le fameux Milan-San Remo sous la neige, San Remo 2013, qui est remporté par Gérald Ciolek avec 100 bornes escamotées. On monte dans les bus et on passe pas le Turquino qui était au parcours de San Remo. On dit que ce jour-là, tu as joué un peu au syndicaliste. Ça veut dire quoi? Qu'ils aillent se faire foutre déjà. Parce que déjà, ça fait 4 jours que les prévisions météo, etc. disent le Turquino est infranchissable. Donc moi, dans ma tête, ça va être annulé. Et on se monte le bourrichon entre nous avec Hugo Houle, avec Manuel Belletti, avec Guillaume Bonafont. C'est infranchissable. Je dis, mais les gars, ça va être annulé. C'est sûr, machin et tout. Il y avait Maxime Bouet. Et effectivement, ils nous disent, non, vous passez. Sauf qu'ils nous disent dans l'oreillette, le Turquino est fermé, vous passez pas. Et moi, j'ai 2 fils qui se touchent, tu vois. Donc, on t'a dit de prendre le départ, en mode ça va passer, et finalement, arrivé proche du Turquino, ça passe pas. Ça passe pas, il y a ça de neige. Il y a ça de neige, et c'était sûr. Et ça fait les prévisions météo comme si il y allait avoir un microclimat juste sur le Turquino. Arrêtez vos conneries. Bref, tout le monde le savait, mais on est parti. Donc voilà, l'italienne, on part. Et moi, puis je suis fin vénère parce que je sais que ça va être un Milan-San Remo de merde et je déteste la pluie, machin. Et ouais, on monte dans le bus. On fait le détour, donc déjà là, fin vénère. Je dis, ouais, allez, vous faites enculer, je prends pas le départ, je repars pas et tout. Bas les couilles, n'importe quoi. Si tu veux, je suis pas au travail, hein. Moi, je suis chez moi et ma mère vient de m'engueuler, j'ai pas envie de te parler, tu vois. Tu sais quoi, je vais bouffer ailleurs, je me casse, je reviens ce soir. Et ouais, non, mais j'ai fait tout un cinéma. Et auprès de qui? Bah, tout le monde. Tout le monde. Et quand t'as dit aux autres coureurs, on repart pas, les gars? On repart pas, les gars, machin. Ouais, il y a un groupe qui s'est créé, je sais pas quoi, sur Internet. C'était un truc de dingue. C'est la première fois que je vrille. Et j'ai vrillé une autre fois comme ça au Tour du Doubs avec Arturas Kaspoutis. Et là, c'était n'importe quoi. Et Arturas, s'il regarde cette émission, je m'excuse Arturas. Parce que, en fait, j'ai fait mon cinéma à San Remo auprès des coureurs, machin, mais je suis reparti et j'ai bâché. Mais au Tour du Doubs, je suis prévu d'être un peu protégé, tu vois, avec Sam Dumoulin. Et je pète comme un malpropre au bout de 40 bornes. Un faux plat, il fait pas beau et tout. Et là, vraiment, pareil. J'abandonne, je me jette dans le camping-car. Et à l'arrivée, petit débriefing parce qu'on fait rien. Et Arturas, il dit, et toi, Steve, c'est pareil, pété comme ça, 40 km, pas sérieux et tout. Et je dis, mais tu sais, Arturas, mais c'est ma passion de péter comme une merde. J'adore ça. J'ai dit, t'as cru que j'ai fait exprès, mais ma parole, mais t'es arrêté de la casquette. Je lui parle, comme peut-être 3-4 fois j'ai parlé à mes parents, tu vois, avec un manque de respect total. Mais comme j'avais déjà vu des coureurs aussi parler des fois à des DS, machin, et je me prends pour un champion, en fait, tu vois. Et non, je me suis pris pour une star, à le pourrir, Arturas, alors que le pauvre Arturas, il avait tellement raison que j'avais pété comme une merde.
Et ouais, non, là, franchement, je pense que j'étais arrivé à un bout où j'avais l'impression que je pouvais changer le monde aussi, tu vois. Je pouvais changer les mecs. Tu veux me faire ça, mais si j'ai pas envie. Donc là, bah, c'est un peu comme le coup de la Chopard quand même, tu vois. Il y avait des gens qui voulaient me remettre un petit peu. Je t'ai pas monté trop, hein, mais me remettre les pieds sur terre et mon comportement, je pense, ces années-là n'était pas le bon pour communiquer, même si. J'ai toujours été quelqu'un de très respectueux, on m'a toujours fait faire beaucoup de choses. Je fais partie des gens sur qui tu dis bon, on ne sait pas à qui trop le donner parce qu'il n'y a pas beaucoup, etc. Demande à Steve, il dit toujours oui, tu vois. Donc là, j'avais un peu une espèce d'envie de me rebeller. Donc ouais, c'est cette année-là, et c'était vraiment pas la bonne année parce que Vincent, en plus Vincent Lavenu, c'est le plus gentil. Je pense que c'est le manager le plus gentil que j'ai connu. Vraiment. Bah, Jaja, Marc, Jean-René, Vincent, et après, bon, j'ai connu Yvon, Sanquer, mais Vincent, mais quelle crème, mais Vincent, mais Monsieur Vincent. Vincent Lavenu et l'équipe AG Désert, ils décident aussi de t'envoyer fin 2013 sur la Vuelta, Oui. ton deuxième grand tour. Et c'est un peu comme le premier, ça se passe pas très bien. Bah, ça se passe pas très bien parce que déjà, j'ai pas envie d'y aller. Il faut juste savoir que sur le stage de décembre de l'année d'avant, Julien Jurdi, je me rappelle de ces mots, me dit c'est Stéphane Goubert qui va s'occuper de toi, qui va être ton référent. Et ils me disent normalement, à ton âge, on a déjà fait 2 grands tours dans la même année. Toi, tu m'avais fait un dans ta carrière. Un bâché et 2 grands tours finis pour le caisson. Et je me rappelle très très bien leur avoir dit, je leur ai dit c'est qui les autres? Je dis moi c'est sur les classiques que tu m'attends. Et en fait c'est quand même dans une logique de me faire progresser pour être encore meilleur sur les classiques. Et Goubi, il a toujours pris des pincettes avec moi, Stéphane Goubert. Et je vais à la Vuelta effectivement. Et je pense que je vais le finir. Je pense que je vais la finir cette Vuelta. On est dans une bonne gestion. J'ai quand même pris un peu de volume avec les années chez les pros. Et puis je suis échappé sur cette étape d'Andorre. Et on est échappé à 5 avec Luis Leon Sanchez, Graham Brown, Daniel Rato et donc Philippe. Philippe qui est champion du monde. Et moi, pareil, échappé avec Philippe. Donc là, Philippe, il me demande fais ça, bah, je passe direct. Et il pleut alors qu'on a eu 13 jours. Mais quand je te dis de canicule, on avait 40 degrés tous les jours. Il y a des bagnoles dans les petits répéts de show qui sentaient le cramer avec les embrayages et tout. Et là, il y a la pluie qui tombe, il fait 10 degrés, on vient de perdre presque 30 degrés. Comme d'hab, moi je m'habille mal, et puis il reste 80 bornes, je secoue comme ça le vélo, et c'est pas possible, c'est pas possible. Et cette année, c'est Kenny Elissonde. Qui gagne l'Angliru. Et qui gagne l'Angliru l'année-là, il est hors délai pour 5 ou 6 minutes. Il a fini l'étape en doudoune d'un mécano et tout le tralala. Moi j'avais bâché, je dis n'importe quoi, Elissonde. Et il gagne une étape à l'Angliru à la fin de la Vuelta. Et moi, je bâche on est une bonne dizaine, une bonne quinzaine à avoir bâché quand même ce jour-là. Et je finis pas la Vuelta. Mais de toute façon, les grands tours, c'est pas pour moi. Tu leur dis ça quand tu montes dans la voiture, l'ambiance ou le soir? Je suis gelé, non. Je leur dis, je suis gelé, j'en peux plus. Et après, tu leur dis, bon les gars, laissez-moi tranquille avec les grands tours, c'est pas mon truc? Pas sur le moment, mais je leur dis ciao bello. Moi, terminarai. Je dis à Goubi, j'ai t'as vu Goubi 2 tours la même saison, n'importe quoi. Je suis pas capable d'en finir un. Classique et cross. Refaites-moi faire du cross. Et je refais du cross l'année-là parce que je dis mais vous avez vu pour être meilleur sur les classiques, il faut que je fasse du croc. Et encore une fois, Vincent qui m'écoute, qui me dit bah ok, on peut te prêter de vélo, mais tu fais pas les gros cross. Donc j'ai pas fait les gros cross, j'ai fait les cross régionaux. Je m'étais acheté un petit peu de matériel parce qu'il m'équipait pas autant qu'à la FDJ ou que chez Bouygues. Et tu vois, il m'a quand même laissé faire ce que j'avais envie. Donc Monsieur Lavenu, Monsieur Goubert, Monsieur Jurdi. Monsieur Caspoutis, Arturas, je m'excuse de t'avoir mal parlé autour du doux, je m'en vais aujourd'hui, parce que tu méritais pas ça. Et donc Didier Rousse avait raison quand Ouais. il disait t'as pas la caisse pour faire 3 semaines, Steve. Finalement, c'était pas ton truc. Non, Didier Rousse, il avait raison. Didier Rousse, il avait raison. J'avais pas le moulin, j'avais pas le moteur. Il fallait que je fasse beaucoup plus de route. Il fallait que je fasse abstraction du cross sur 2-3 saisons pour prendre du volume, prendre du caisson. Tous les gens chez qui j'ai été, chez les professionnels, ont tous été bienveillants envers moi. Et en fait, ils avaient tous quelque chose que j'avais à apprendre d'eux. Que ce soit Dom qui voulait me faire conjuguer les deux, que ce soit Didier Rousse qui me disait arrête le cross, que ce soit Vincent qui m'a laissé faire ce qu'il voulait. Ouais, j'étais pas mature, j'avais pas conscience que c'était un métier. Et finalement, tu dis que tu n'étais pas assez sérieux, Ouais. mais tu es passé dans les plus grosses équipes françaises. On va dire que les structures de Jean-René, de Madio, FDJ, AG2R et ensuite Cofidis, on en parlera après, c'est les équipes historiques en France. Donc finalement, malgré le manque de sérieux, ça n'a jamais empêché les grosses équipes de vouloir signer Steve Chenel. Oui, parce que je pense que j'avais un profil atypique puisque je faisais les classiques. Et à l'époque, contrairement à maintenant, tu avais Chavanel et puis c'est tout. Il y a Johan Ofredo qui est arrivé, moi je suis arrivé, il y a eu Damien Gaudin, Sébastien Turgot qui sont arrivés sur les classiques. Mais ces équipes-là avaient quand même une ADN française avec l'envie de construire autour de Français. Aujourd'hui, c'est très international. Sincèrement, je pense que si j'étais passé pro en 2020 et avec cette même état d'esprit, j'aurais fait 3 ans et puis ciao, bonsoir. Parce que le mot se serait passé, qu'il y a plein d'autres mecs qui marchent sur les classiques, etc.
Donc oui, c'est sûr que ils ont quand même capté que j'avais un truc. Et comme tout le monde, on se dit toujours, je vais lui apporter les tips pour qu'il y arrive. Mais moi, j'ai jamais pris les tips. Et c'est seulement derrière, sur mon après-carrière, que je me suis dit, mais Steve, mais en fait, il faut que tu tiltes, tu vois, il faut que tu arrêtes. Quand on te donne quelque chose, si on te dit quelque chose, c'est pas pour t'emmerder, c'est pour ton bien. Parce que souvent, quand on me demandait, par exemple, Didier qui me disait, il faut que tu arrêtes le cross, Didier, t'es un sale con, tu connais rien, c'est quoi que j'aime? C'est le cross. À aucun moment, j'ai dit, putain, il veut que je marche sur route. Donc, j'étais comme ça. Il fallait être comme ça et eux, ils voulaient que je sois comme ça, tu vois. Donc, on était vraiment en décalage. Il y avait aussi ta personnalité, tu as vite été catalogué comme le mec déconneur qui rigole. Voilà. Tu penses que ça t'a porté préjudice? Un petit peu, mais j'ai toujours été comme ça. C'est dans mon caractère de ne pas me prendre au sérieux, de pas me prendre au sérieux. Disons, sur des moments de vie, putain, tu peux péter un coup, quoi. Tu peux rigoler, tu peux te raconter une blague. En stage, quand tu es sur le vélo, ok, tu es sur le vélo, mais tu es sur le vélo 5 heures, 6 heures. Ta journée, elle fait 18 heures. On peut rigoler. Alors après, moi, je rigolais. Le truc, c'était que j'étais sur mes cannes. C'était d'aller acheter un petit paquet de chips et puis de faire un petit apéro. C'était, tiens, il y a un panier de basket ou viens, il y a un ballon, on se fait 2-3 balles. Donc, j'étais pas pro dans ma récup, dans tout ce qui est hors vélo. Et en plus, j'en jouais. J'ai dit, les gars, mais vous allez pas rester dans vos piots là, rien foutre là, on bouge un petit peu, on va boire un verre en bas. J'étais un bon vivant, ouais, et un rigolo, toujours la petite déconnade, puis toujours un petit peu l'humour, c'est vrai, l'humour un peu décalé, l'humour noir, l'humour que quand c'est très sérieux, tu regardes le mec, tu fais un petit clin d'œil, et puis tu sens une petite vanne, quoi. Et t'étais pas que le rigolo. Tu disais tout à l'heure, t'étais aussi un peu vicelard sur le vélo quand il fallait. Ouais. Les autres, ils le savaient dans le peloton. T'avais cette répute, c'est un truc que tu traînes rapidement, ça? Ouais, quand même, ouais. Ouais, j'étais un mec. Voilà, mais on savait aussi que j'étais quasiment insuivable. Parce que voilà, quand je me faufilais, j'y allais. Quand on dit vicelard, c'est quoi que tu faisais exactement? Ah, quand j'étais vicelard, s'il fallait mettre un petit coup de coude sur la fesse du mec pour qu'il se décale un petit peu, tac, je mets mon guidon. Voilà, c'est propre, mais c'est dans la limite du raisonnable. Mettre un petit coup de frein, voilà, je vois le truc, je vois derrière, ils sont les deux ensemble, ils veulent rester ensemble. Je mets le petit coup de frein pour que lui il freine. Et moi, j'avais tac, ce punch derrière pour gicler. Oui, j'avais ce petit truc intelligent de faire parce que c'était mon gros atout. Mon gros atout, c'était pas ma force, c'était ça. Je sautais un trottoir pour remonter un peloton alors qu'on me disait t'emmènes ton sprinter. Moi, je le sautais le trottoir. Un machin comme ça, en latéral. Je roulais sur les plaques je voyais la plaque d'égout. Puis moi, j'arrivais à l'éviter au dernier moment en me disant l'autre derrière, bah, lui, il va crever. Et il y a des mecs qui sont venus te chercher en te disant on les voit, tes petits moves, c'est pas très fair play ou tu m'emmerdes à me piquer la place. Non, je me suis fait engueuler par des mecs, mais je disais toujours excuse, j'ai pas fait gaffe. Moi, je me suis toujours un petit peu excusé. Ouais, vraiment le petit gars qui sait pas ce qu'il fait, mais en fait qui est quand même assez conscient de ça. Et une fois là où quand même là je m'en rappelle maintenant qu'on parle de ça, une fois j'avais pris beaucoup de risques et c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais plus trop faire les sprints massifs à la fin de ma carrière. Une fois que je suis tombé d'ailleurs cette année-là, c'était au circuit de Lorraine. Je tombe, ma deuxième année FDJ. Je tombe vraiment musclé et c'est de ma faute. C'est-à-dire que je suis dans le sprint, je veux passer, je veux bourrer et je touche la roue arrière du mec et je m'éclate. Et il y a Yann Huguet, Yann, je l'embrasse parce que je lui ai déjà refait des messages depuis et qui se casse le bassin. Parce que t'es en travers et... Ouais, parce que je suis en travers, je tombe et j'emmène 3-4 mecs avec moi. Et j'ai pris des risques à considérer. Hein. Les risques, le premier à dire, lui, c'est un kamikaze. Et Yann Huguet se pète le bassin et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que son objectif, c'était de remarcher pour son mariage. Ça pique. Ça te calme. Ouais. Et aujourd'hui, je m'en veux encore un petit peu vis-à-vis de lui. D'ailleurs, peut-être l'année dernière, je lui ai fait un message sur Messenger. Parce que Yann, je ne sais pas s'il va te dire que c'est cette chute-là qui lui a ruiné sa carrière. Mais je m'en veux parce que c'est de ma faute, tu vois. Quand tu as des mecs qui disent ouais, ça tombe, c'est pas de ma faute, il y a des fois c'est de ta faute, faut savoir le dire. Et Yann, je sais très bien que sur cette chute, alors c'est la faute à pas de chance qu'il te pète le bassin, mais quand tu te pètes le bassin, c'est pas tu te pètes un poignet ou une clavette, quoi. Et si on revient sur cette année 2014, ta dernière avec AG2R, c'est aussi ton dernier Paris-Roubaix. Tu termines 27e. Tu as souvent été malchanceux sur Roubaix. C'est un truc que tu gardes en tête quand même? Ouais, pas de chat, je disais toujours pas de chat, mais j'ai jamais de chat. Mais la chatte, ça se provoque. C'est bizarre, hein, c'est toujours les mecs qui bossent, les mecs qui savent la provoquer qui ont de la chance. Non, mais c'est vrai que cette deuxième année chez H2R sur Roubaix, je suis quand même très dégoûté et fou. Parce que là, pour le coup, on a de la chatte, on a vent de face. Donc, comme on a vent de face, c'est beaucoup mieux, comme moi, qui est un suiveur, d'être dans un bon groupe. Mais malgré tout, il y a une vraie belle course. Et on est dans un petit groupe de 15, je crois, qui va arriver pour la 4e. Et Julien Jur dit, allez les petits, il faut y penser. C'est Vincent qui nous dit, allez les petits, il faut y croire, machin. Et en fait, on arrive dans le carrefour de l'Arbre. Et je me dis, c'est Van Avermaet qu'il faut suivre. Et je suis avec Van Avermaet et Greg, il tombe.
Et alors qu'il tombe jamais. Et je vais avec lui, je tombe. Alors je tombe, mais je tombe bien parce que je sais quand même un peu m'éclipser du vélo, sauf que je perds le contact. Et justement, comme il y a vent de face et que je suis un très mauvais rouleur, je rentre jamais. Donc j'attends le petit groupe derrière et je suis dégoûté. Je suis deg parce que c'est fini, quoi. Et c'était peut-être le coup où j'allais faire top 10 et où j'allais revalider un nouveau contrat chez AG2R. Parce que justement, tes 2 années chez AG2R se passent pas super bien au niveau résultat. Ils te prennent pour les classiques, tu fais pas de résultats. Rien. C'est à quel moment que tu comprends qu'ils vont pas te garder? Oh, vite, vite, je suis pas fou. Je passe un coup de téléphone à l'époque à Vincent. Après les classiques? Ouais. Ah ouais, assez vite. Vincent qui dit la tendance, vous voulez signer de plus en plus tôt, mais aujourd'hui, je peux pas te dire, il faudra attendre le championnat national. Mais il y avait des mecs dans l'équipe qui avaient déjà signé. Donc je suis pas fou, hein. Je suis pas fou. Donc là, j'ai fait quand même le tour des équipes françaises. Donc là, je me gratte un peu la tête. Tu fais quoi? Tu rappelles Marc Madiot et Jean-René Non, Bergeron? non. Je me dis que je peux pas les rappeler. C'est une connerie d'ailleurs. J'aurais dû les rappeler. Mais non, je les rappelle pas. Mais je me dis, il faut que je prenne un agent qui va me sauver va me sauver le cul pour gagner des sous. Même pas pour me trouver un projet sportif, pour gagner des sous. Et j'appelle Driss Smet, qui est le manager de Julien Alaphilippe à l'époque, et de Alexis Bouja et de Nasser. L'agent de Nasser Boigny. Ouais. Il m'appelle, il me dit ok, c'est très bien, il m'explique, il prend tant de pourcentage, machin. Mais contrairement à moi, lui, il va taper à la porte de toutes les équipes. Moi, j'ai pas les couilles d'appeler un manager étranger pour aller à l'étranger. J'ai toujours eu cette petite crainte complètement inutile, mais bref. Et il me dit quand même au mois de mai ou juin, il me dit il y a Koubeka qui cherche un Français. T'es sur la liste et tout. Donc moi dans ma tête, trop bien. Mais on parle pas d'argent. Mais j'ai dit mais au moins je vais sauver mon cul, je vais pas pointer à Pôle Emploi. Et puis en même temps, je suis très très pote avec Nasser depuis les années FDJ. On s'entraîne beaucoup plus régulièrement ensemble. Et là, Nasser, lui, il me dit ouais, c'est bon, Chekhov, ça va le faire. Et je vais signer Chekhov. Lui aussi, il me parle d'argent. Il signe un gros contrat chez Ouais, Infinis. au million, ouais, au million. C'était le premier Français à être au million. Il me dit putain, je vais avoir le million et tout. Il me dit mais vas-y, tu sais quoi, j'appelle Yvon, tu viens avec moi. Je dis go. Il appelle Yvon devant moi, en haut-parleur. Il dit je sais qu'il y a lui, mais moi je veux Steve, on s'entraîne ensemble, c'est un bon mec. Genre, il me vend, mais il vend même pas mon palmarès et mes qualités sportives. Il vend qu'on s'entraîne ensemble et je veux que ce soit mon Grégario, machin. Il raccroche, il me dit c'est fait, 10%, puis il rigole. Et je signe Chekhov pour 1 an. Incroyable. Ça veut dire quoi 10%? Non, mais lui, en rigolant, il dit donne-moi 10%. Mais alors que pas du tout, il était content. Par contre, je divisais mon salaire en deux. Je passais de 160 000 à 80 000 à l'année. Et tu signes qu'un an? Et je signe qu'un an. Bon, en toute honnêteté, je signe à 80, mais dans ma tête, là, je me dis, là, il faut que tu te bouges le cul, il faut que tu fasses du bon boulot, parce que 80, quand tu enlèves mon crédit, où je paye 2008 par mois, mes fameux 200 000 balles sur 5 ans, tu enlèves les 50 000 d'impôts, parce qu'on est en France, hein, quand même, j'habite pas en Andorre et ailleurs, merci l'État. Je prends 80 000, c'est que pour mes impôts et mon crédit. Hein. J'ai 2 gosses, donc il faut que j'assure le truc. Donc c'est pour ça que je vais à la banque, je demande à ce qu'effectivement le crédit soit plus décent, évidemment, mais malgré tout, je dois quand même 50 000 aux impôts. Hein. Donc c'est chaud. Et puis Koff, ça se passe vraiment mal, très mal. Tu fais quelques courses avec Nasser Boigny en début de saison. Il y a 2 manches du Challenge de Majorque, Tour du Qatar, Ouais, Tour d'Oman. Oman. Nasser, il gagne pas de sprint sur ces courses-là et ça part en vrille. Ouais, on fait les 2 premières courses à Majorque, très bien. Il prend des bons repères, il est en confiance. Nasser est quand même vraiment sous pression. Yvon est tout le temps là. Le manager est tout le temps là sur les courses. Pour Nasser, il est vraiment là, il le cajole et tout. Je comprends qu'Yvon, voilà, il a quand même investi gros sur Nasser, puisque c'est l'homme à plus du million. On fait Qatar-Oman. Et c'est vrai que Qatar-Oman, Nasser me demande quand même d'être un vrai bon équipier. Il est assez exigeant avec moi. Et puis, Tu dois lui emmener le sprint ou pas? Non, j'emmène pas le sprint, je le protège, mais il y a des fois, il y a du vent, je discute avec d'autres mecs, il me dit ah, qu'est-ce que tu fais machin. Et puis à Oman, il y a aussi mon ex-femme qui vient à Oman pour me faire la surprise avec mes 2 enfants. Et Nasser le considère que c'est pas un camp de vacances. Et il a raison, parce que je suis plus trop avec lui justement, je suis plus à passer du temps sur la pré-course avec ma femme de l'époque. Et ouais, ça part en vrille. Il me fait des réflexions, je dis tu me parles autrement mec, alors que c'est une relation de travail et c'est une relation amicale qu'on a avec Nasser. Hein. Donc ça part en vrille. À Paris, on se dit même pas ciao quand on revient de Oman. Et le lendemain, j'ai Alain Deleuil qui m'appelle, il me dit Nasser, il veut plus de toi. Sur les courses et tout. Je me dis mais qu'il aille se faire foutre. Qu'il aille se faire foutre. Donc il me dit bah tu vas au Samin mercredi prochain, tu vas avec Christophe. La porte et tout. Ouais. Moi je suis deg parce que Nasser c'est vraiment mon pote à l'époque. On roule souvent ensemble et là on se parle plus. Moi j'ai même pas le cran de l'appeler. Mais je dis bah tu sais quoi, tu fais la gueule, fais ta gueule dans ton coin, boude. Je suis pas ton sous-fifre alors que finalement je t'ai payé pour ça.
Mais en plus, je pense que lui était exigeant, mais il était exigeant vraiment que sur la partie travail. Il m'aurait jamais cassé les couilles. C'est vraiment un bon mec, Nasser. Il y en a peu qui le connaissent. Mais on s'est pas parlé pendant plus de 5 ans, hein, plus de 7 ans. Et Il te reprochait quoi exactement à l'époque? ouais, de pas être pro, que Lucie à l'époque elle avait rien à foutre là, que lui il avait la pression et que quand lui au million, il voulait m'embarquer avec lui, mais il fallait que l'équipe soit soudée et que le soir je me barre pas par exemple avec Lucie. Après Nasser, ça n'a jamais été aussi un bon communicant. Moi, en fait, quand on s'entraînait, on parlait jamais de vélo. On parlait jamais de vélo. Et là, on était ensemble et on parlait de vélo. Et Nasser, lui, quand il a un dossard sur le dos, c'est pour ça que c'est un champion, hein. C'est un mec qui sait où il va, tu vois. Donc, il attendait beaucoup de moi. Et puis moi, bah, j'étais un peu en dilettante. Donc, ça s'est mal passé. Derrière, je fais le sa main, je fais 4. Je tends ma main à la porte pour qu'il fasse 2. Donc, je marche très, très bien sur les classiques. Franchement, j'ai les nerfs, j'ai les crocs parce que même Yvon Sanquer, il m'appelle pas. Alain Deleuil me dit, OK, c'est trop bien avec Chris, tu vas faire une putain d'équipe sur les classiques et tout. Trop bien. Et puis, en fait, 4 jours avant, ou 5 jours avant, je sais plus quelle course, on me dit, tu vas au Catalogne. Je dis, vous êtes des ouf ou quoi? Chez le Catalogne, c'est pour préparer les Ardennaises, c'est pas pour préparer les Flandres ou Roubaix. Je dis, c'est mort. Mais si, tu vas au Catalogne. Et là, c'est Steph Auger qui est là-bas. Et là, j'ai une belle discussion avec Stéphane Auger. Je suis encore pas en mode je rends les armes, je rends tout, mais je suis en mode écoute, je suis dégoûté. Moi, j'ai rien à foutre là. Très belle discussion. Et puis, finalement, discussion avec Alain Deleuil qui m'a toujours bien respecté, qui adorait ma personnalité parce que j'étais un classic man. Me dit non mais c'est bon, je vais me battre, tu feras au moins les Flandres ou tu feras au moins Roubaix, je sais plus quoi. Et puis en fait ils m'y mettent pas et puis je crois qu'ils mettent un gars, je sais même plus qui d'ailleurs. Je dis mais tu sais quoi, en fait vous faites ça pour me faire chier, pour me plumer, tu vois. Donc j'appelle Yvon, par contre je prends mes couilles, je dis c'est quoi ton maillot de merde, j'en veux plus, je veux quitter l'équipe, tu te démerdes comme tu veux, je veux une rupture conventionnelle. Parce que j'avais capté que j'allais pointer à Pôle emploi quand même. J'avais pas démissionné, les sous-sous. Et il me dit non, ça n'existe pas. Ben, j'en ai rien à foutre, je balance tout à la presse et je fais des menaces que tu es un putain de manager de merde et tout. On s'est bien pris la tête avec Yvon alors qu'il y était pour rien. Et encore une fois, comme avec Arturas, Yvon, je m'excuse d'avoir été aussi violent par moment. Mais moi, quand j'ai 2 fils qui se touchent, je suis un peu con. Et on trouve un arrangement. Il me dit au 1er août, tu seras plus chez Cofidis. Je dis ben, ok, c'est quoi, très bien. Donc il m'envoie quand même un petit planning de course. Et je crois que c'était le Tour du Luxembourg. Tour de Wallonie, ta dernière course. Ouais, Tour de Wallonie, je dis aux gars, je dis les gars, je lis dans le bus. Je dis les gars, c'est ma dernière course avec vous, je viendrai plus. Ciao bello, je prends le départ et je me casse. J'ai mis le dossard et je me suis cassé. T'as fait combien de bornes? Je sais même plus. Même pas ravito. Alors, j'étais dégoûté. On était sur des vélos de merde. Pour moi, c'était un maillot de merde. C'était une équipe de merde. C'est l'une des déceptions sportives les plus grandes de ma carrière après cette 4e place, après coup. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de frustration de ne pas avoir fait le tour avec Nasser. J'ai perdu un pote, l'équipe se fout de ma gueule, mais finalement je récolte en 6-7 mois tout ce que j'avais pas capté pendant 6-7 ans avant. Ta carrière sur route, finalement, elle s'arrête là. Ouais. Ça te fait Pas bizarre grave. de te dire que ça s'arrête comme ça? Non, pas du tout. Non, pas bizarre parce que avec Lucie, on se dit qu'on va monter une équipe de cross et puis qu'on va montrer qu'on peut être différent dans le style de management en prouvant et en montrant qu'on peut s'amuser. Et retour aux premiers amours, le cyclocross, et c'est là qu'on monte le cross team. Justement, cette idée de revenir à 100% au cyclocross, on l'a un peu mis de côté quand on a parlé de toutes tes années pro. Mais en fait, pendant ces années-là, la plupart du temps, tu as fait du cyclocross l'hiver. Avec cet objectif d'être champion de France de cyclocross, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à 2015. Tu as fait 3 fois deuxième, et donc tu courais encore après ce titre-là. Tu t'es dit à un moment, bah, c'est pas pour moi, je serai jamais champion de France en fait. Ouais, je me le suis dit. Il y a des coureurs comme ça qui n'arrivent pas à gagner alors qu'ils ont des capacités, machin. Donc je me suis dit, je l'aurai jamais. Je l'aurai jamais. Mais pour autant, jusque 2018, je me disais ça, mais par contre, je m'entraînais toujours pour ça. Donc j'étais quand même concentré et avant le départ de la course, je faisais toujours cacamou parce que c'était le championnat, il fallait que je sois champion de France, on m'attendait et machin et puis je passais très souvent, très souvent au travers. Tu dis pendant ta carrière sur route, tu n'étais pas assez pro, tu faisais pas les efforts. Et 2015, tu récoltes ce que tu as semé pendant des années. Est-ce que tu as une prise de conscience à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, ok, maintenant c'est cyclocross, je vais être champion de France, mais je peux pas m'entraîner et je peux pas avoir le mode de pensée que j'avais pendant ma carrière pro? Alors il y a le début de cette pensée qui évolue justement parce que pour la première fois de ma vie, je vais prendre un entraîneur qui est un ami, bien évidemment. C'est Pierre Renaud. Pierre avec qui je m'entraîne un petit peu et qui est... c'est un scientifique, hein, Pierre, il adore le vélo. Il est chef de service à l'hôpital de Remiremont, mais c'est un
un fou de vélo, il adore les revues scientifiques, il lit beaucoup. Mais je lui explique, je dis, tu sais, moi, la science, j'en ai rien à taper, il faut me connaître. Je dis, moi, il faut que tu arrives à me sortir de ma zone de confort, il faut que tu arrives à me faire des séances, mais quand je vais te dire que j'ai pas envie, je suis très cool, mais je suis très têtu. Donc, il faudra que tu viennes peut-être avec moi et tout. Donc, c'est plus une relation de soutien qui va se mettre en place. C'est plus humain que technique. Complètement. Et il va me faire des séances assez incroyables et avec moi. Puis moi, comme c'est du jeu, moi, mon objectif, c'est de le faire péter, mais il marchait bien ce con-là. Et il marche encore bien. Donc, je progresse. Et ça, c'est le début, le début de du nouvel état d'esprit. Puis après, le tout nouvel état d'esprit, c'est quand mon ex-femme se barre. Et que là, alors que ça fait pareil, 5-6 ans qu'elle me prévient, je pense, hein, que je fais pas ce qu'il faut. Enfin, je l'ai pas vu venir non plus. Hein, et là, ouais, non, là, tu touches quand même le fond. On arrive en 2018 justement, début d'année 2018. Les 2 années précédentes, tu as fait des places au championnat de France de cyclocross, mais tu joues pas la gagne. Et là, 2018, en pleine situation perso compliquée, tu finis champion de France. Ouais, août 2017, hein, je me rappelle très bien. Lucie me dit, je t'aime plus, je vais partir. Je dis, ouais, c'est bien, machin. Elle dit, non, je vais vraiment partir et tout. Okay. Juste avant la saison, je lui dis, en plus, moi, tu me sors ça comme ça avant la saison. Bon, bref. Puis finalement, on commence à habiter quand même une semaine sur une semaine. On alterne pour que les enfants se passent bien. Et je fais tout l'hiver où j'alterne, où je vais dormir chez mon pote Mathieu, chez mes parents, on tourne, etc., etc. Donc, c'est très, très dur. Donc, en fait, je m'entraîne très peu. Pierre, il me dit, allez, viens rouler avec moi, sors-toi les idées, machin. Je prends pas mal de trucs pour dormir aussi parce que je cogite, je me dis que je vais perdre ma baraque et tout. Enfin, c'est vraiment la fin du monde. Tu vois, le fameux pognon, bah là, en fait, il y a tout qui va se barrer. Hein. Et j'ai une chance j'ai une chance. Et je vais au Rock d'Azur parce que je suis ambassadeur pour Canyon. Et bon, ça fait quand même 2 mois et demi que je suis seul, machin. Je dis, bon, allez, trouve-toi une nana, passe une bonne soirée et tout. Machin, ça va être cool. Et je fais des appels de phare comme jamais j'ai fait des appels de phare à Émilie, qui est l'assistante de Rodolphe, le patron de Canyon. Elle voit rien. Mais je lui fais vraiment des appels de phare propres pour qu'on dorme ensemble, tu vois. Un peu le gros lourdingue. Ça fait 17 ans que je suis quand même avec mon ex-femme. Je sais pas draguer. Et bref. Et puis j'arrive quand même à choper son numéro parce que comme elle arrive pas à capter que je m'intéresse à elle, je vais le faire par téléphone et tout parce qu'elle était vraiment jolie. Puis surtout, elle m'envoyait beaucoup chier, tu vois. Gros caractère. Et le lendemain du rock, je lui fais une blague. Je me fais passer pour un flic et tout, machin. Elle me dit, mais t'es trop con. Mais j'y allais, viens, je t'invite au resto. Et en fait, c'est devenu ma nana, mon fameux PQR, comme les jeunes ils disent maintenant, mon plan cul régulier. Alors, c'est terrible de dire ça. Alors que foncièrement, elle me fait déjà de l'effet, tu vois. Alors, je gère le divorce. Et en fait, quand je suis chez elle à Münster, le vélo, là, je te jure, c'est vraiment... c'est quoi, il y a Amy qui rentre, le vélo, il est je dois être propre, nickel, parfumé, tout nickel. Et puis en fait, je m'entraîne quasiment pas. Et je vais à Kellnuck en 2018 au championnat de France. Et là, c'est un truc de dingue parce que Rodolphe propose à Amy de lui venir 3 jours avant. Elle me fait la surprise de venir, alors que Pierre m'avait dit, va au soleil à Nice, quitte ta nana 1 semaine pour t'entraîner, pour être dans ta bulle, etc. J'y vais avec mon pote Mathieu de l'époque. Et là, on est comme des moines. Et elle vient à Kellnuck. Et la veille de Kellnuck, elle me fait la surprise donc de venir. Donc, je danse. On passe une nuit d'anthologie. Je dors pas beaucoup. Le matin, je lui dis, putain, il y a le France cet après-midi, me fait chier ce France de merde et tout. J'y viens, on se casse, on rigole. Et elle me dit, fais ta course, tu verras bien, détends-toi, je serai là quoi qu'il arrive, machin. Et je suis tellement détendu, tu vois, que je gagne. Va comprendre. Donc j'ai gagné à la panne, c'était une course de prépa. Et je suis champion de France là, en étant juste tout simplement détendu et pour faire un peu rêver ma nouvelle nana. Mon père est là avec mes enfants. J'ai eu la chance aussi que mes enfants soient là, mes 2 grands soient là. J'étais très heureux qu'ils soient là, qu'ils me voient gagner parce qu'ils avaient vu leur mère gagner. Ouais, c'était ouf. T'arrives à te souvenir les pensées que t'as ce jour-là quand t'es dans les derniers mètres Là, c'est pour ça que je chiale. Ouais, c'est dingue. Cette ligne droite, elle est folle, je te jure. Des fois, j'aimerais leur vivre, tu vois. C'est ouf parce que je vois mon père avec ma fille sur les épaules. J'ai vu Amy juste avant. Pardon. Mais il y a tellement de frustration dans cette ligne droite, tu vois, c'est ouf. C'est fou parce que il y a 20 ans que je cours après, parce que tu l'as pas dit, tu as mal bossé. Robin, j'ai été champion de France en 2000, en junior. Pardon. Faut que je fasse le con, sinon je vais chialer. Et en fait, ce maillot, pour moi, c'était le Graal ultime, en fait. Tu vois, ça a été le Graal ultime.
Et de le faire vraiment devant mon père, ma mère qui est là aussi, ma copine, ma sœur, mes potes. Et putain, je l'ai eu ce maillot de merde, tu vois. Il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait que c'était ma nouvelle vie, et je devenais un peu le nouveau Steve, tu vois. Pourquoi Depuis- tu dis qu'il y avait de la frustration dans la ligne droite? Mais parce que tu vois, je tilte aussi qu'il fallait être détendu, que c'était du vélo, tu vois. C'était pas que le pognon, en fait, c'était un jeu. C'était pas que d'être pro, il fallait aussi s'amuser sur son vélo. Et puis ce jour-là, franchement, je me suis amusé, quoi. Je me suis amusé, mais par contre, j'avais fait les choses bien avec Pierre, avec Copif, avec Mathieu à l'époque. Il y avait Joe Le 4 qui nous avait beaucoup aidé sur la partie com, qui m'aidait incroyablement sur le déroulé de l'équipe. Il y avait les gamins de l'équipe avec moi que je coachais. Je leur disais, mais les gars, prenez du recul sur votre carrière et tout. Ça passe vite, mais faites les choses bien. Faites les choses bien, sinon vous allez être comme des cons à jamais être champion de France. Putain, et là, je suis là, ils sont tous là. Ouais, je pense, vraiment sportivement parlant, vraiment le plus beau jour de ma vie. Vraiment. Vraiment, parce que autant la panne, c'est incroyable, mais là, non, c'est... Et puis ça m'a construit sur qui je suis aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, même si je me retiens, rien à foutre, les émotions, quand il faut qu'elles sortent, elles sortent. J'ai pris conscience qu'il fallait vraiment s'amuser, mais faire les choses bien, faire vraiment les choses bien dans ce que tu veux entreprendre. Et c'est pour ça que derrière, même en tant que consultant, j'ai changé, tu vois, j'étais plus que le rigolo de service avec Guillaume, avec Jackie. J'ai fait mon diff en anglais pour comprendre l'anglais, etc. Alors qu'avant, je m'en foutais complet, tu vois. Je me suis dit, non, il faut faire les choses bien. Et regarde, ça a marché à Kelnuck et tu peux le faire en t'amusant. Après ce titre de champion de France, tu as fait la plus belle fête de ta carrière ou il y a eu mieux? Non, il y a eu mieux. Il y a eu mieux parce qu'il y avait le championnat du monde. Je fais 10 à Valkenburg. Tu pouvais pas faire n'importe quoi. Non, je peux pas faire n'importe quoi. Alors, on a fait petite remise des prix normale, chose bien. De toute façon, moi, je bois pas d'alcool, donc c'était pas gênant. Puis, ouais. Si je sors en boîte, par contre, là, j'en bois un petit peu. Donc, ça servait à rien. Mais ouais, non, on a fait d'autres bringues bien plus intéressantes. Et puis, je savais que j'allais courir avec le maillot de champion de France. Il fallait que j'ai la classe, il fallait que ce soit bien, donc il fallait que je sois tip top et il fallait que je sois la meilleure version de moi-même. En 2026, tu es reparti pour un tour. C'est un pari, un défi qui t'a été lancé par Léo Bizio. Ouais. Et tu es retourné au championnat de France en début d'année à Troyes. Tu as bien profité. Ouais. Tu as fait des photos avec tes supporters qui étaient là. Il y avait des fumigènes, etc. Bon, là, c'est vraiment fini ou tu vas repartir l'année prochaine? C'est vraiment fini. L'histoire, elle est que j'ai mon neveu, Gianni, qui est passé cadet cette année. Qui est passé U15, je crois maintenant, ouais, ou U17, je sais pas, U17, je crois. Il est passé cadet. Elle me dit, ouais, tonton, ce serait bien que tu me coaches. Moi, je suis pas entraîneur. Je dis, ouais, je peux te donner des conseils, je peux te dire à peu près quoi faire, mais je vais te donner des tuyaux et tout. Et en fait, la première course de l'année, c'était Sainte-Marguerite en 2025, l'hiver 2025, en septembre. Et elle me dit, ah, t'as vu les vieux, les masters, hein, les plus de 40, parce que 42 ans. Il me dit, vous partez une minute avant nous. Ben, j'ai dit, tu sais quoi, gros? Je vais prendre ma licence, je vais faire la course une minute avant toi, mais surtout, on pourra faire les recos ensemble, on va pouvoir faire l'échauffement ensemble, et je vais te montrer une fois, mais je te le montrerai pas deux fois. Et tu sauras quoi faire, ça devra être un rituel. Ah, j'ai ok, tonton, ok, pathos, qui me dit machin et tout, bref. Et je fais la course et je fais 2. Et je me prends au jeu, un truc de dingue. Donc déjà, dans ma tête, je me dis, est-ce que je vais en faire plusieurs cet hiver? Je chambre Jérémy Saakian, que tu connais bien. Anthony Nicolas, j'ai dit, les gars, faites le cyclocross le 11 novembre, on va délirer, on fait la course des vieux, etc. Et on fait une petite vidéo parce qu'on a lancé notre podcast, Bac à sable et tout. Trop bien. Ils viennent, je gagne. Je dis, vas-y. Mais à aucun moment, j'ai l'idée de faire le France. Mais Bizio m'avait tellement chambré, c'était quand même dans une petite idée de ma tête. Et puis, ma compagne, Amy, me dit, mais si tu as envie de le faire, fais-le. Mais ça, c'était fin novembre. Donc, je me suis dit, ok, donc j'ai rien dit à personne. J'ai regardé le règlement, je dis comment faire participer aux France. Il fallait que je prenne une licence de deuxième catégorie. Et il fallait que je fasse dans les 40 premiers de la Coupe de France du classement général. Bingo, il reste une Coupe de France à Ouistreham. J'y vais avec mon neveu. Je fais, je ne sais plus combien de cette Coupe de France. Je mets des points, pam, 40e du classement général. Je suis qualifié d'office. Sur la com, voilà, on a géré la com. On a que c'était un petit peu une surprise que je sois là à 3. Mais j'avais quand même préparé mon coup. Et par contre, cette course, elle a été incroyable parce qu'il y avait des clubs, des copes, machin. Et tu sais que j'adore le foot, j'adore le basket. J'adore aller au match pour être justement dans l'ambiance. Et là, j'ai vécu mon kiff à 3 avec les supporters. C'était génial. Mais c'est fini. Parce que je m'étais quand même un petit peu préparé. Et mine de rien, tu sais, quand tu as un dossard, tu as un peu une tête de con. Enfin, moi, je suis un vrai mauvais perdant. Donc, je voulais le faire bien. Et j'ai pris cher quand même. Aujourd'hui, donc, le cyclocross, c'est fini. On te connaît comme consultant, le plus clair du temps de l'année. Sur Eurosport aujourd'hui, mais finalement ça a démarré à la chaîne L'Équipe. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait et est-ce que toi, quand tu étais coureur, tu t'imagines un jour finir consultant Eurosport? Alors,
Déjà, pendant ma carrière, j'ai vite compris aussi que ma valeur marchande, comme d'hab, hein, le pognon, si on veut négocier plus, il faut être bancable, pas forcément sur les résultats, mais il faut être bancable aussi dans la presse et être un bon client. Donc ça, je l'ai vite compris. Donc j'ai toujours aimé répondre aux médias. Je regardais un petit peu les interviews de certains coureurs, etc. Je m'inspirais. Et je me suis dit, je pense qu'un jour, j'aimerais bien travailler à la télé ou travailler dans le journalisme. Donc ça, c'était une première idée. Et j'ai fait un reportage avec Pierre-Henri Mantéour et Patrick Chassé sur Arthur Vichot, qui était un leader, et moi qui étais l'équipier. Et à l'époque, Pierre-Henri m'avait dit, écoute, il faut qu'on le fasse vite parce que j'ai un cancer et je veux mettre en avant le vélo. Putain, trop bien. Et je fais ce documentaire-là, mais je dis par contre, moi, ne me demande pas de lire un prompteur et tout. J'avais l'impression que c'était ça. Et je suis très naturel. Et Patrick aidait Pierre-Henri. Et Patrick, au moment où la chaîne L'équipe, donc en 2016, rentre leur première course de vélo, il m'appelle. Il me dit, est-ce que ça te dit de venir faire consultant pour le Head Volk et Kurn? Je dis ouais. Donc il me dit, on t'envoie ton billet de train et tout, trop bien. J'arrive là-bas, il me dit, tu feras une facture. Déjà, je suis payé. Je savais même pas que j'étais payé. Je fais les 2 courses et le lundi, Guillaume Di Grazia qui m'appelle. Je l'avais déjà rencontré parce qu'on avait fait un micro-test, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était un test, au Blel Kadri, gagne une étape du Tour de France à Gérardmer. Et je vais les voir avec Nasser et mon ex-femme. Et Guigui, tiens, prends le micro, commente avec Jackie. Et j'ai fait 45 minutes avec Jackie. Et Jackie, il a adoré. Et Guillaume, il s'est dit dans sa tête, parce qu'il me l'a dit après, il m'a dit, ce jour-là, j'ai capté que tu étais fait pour ça. Les ordres, machin, ça ne me dérangeait pas. Je parlais avec Jackie, tout le bordel, c'était assez fluide. Et donc, il m'appelle le lundi, il me dit monte, dès que tu peux à Paris, il faut qu'on parle, etc. Tu montes quand? Et moi, je remontais le mercredi d'après pour recommencer avec l'équipe. C'était peut-être bien le Grand Prix de l'Escaut ou je sais plus quoi, une autre course. Et donc, je vais voir Guigui, et Guigui, je te jure, c'était incroyable. Il me dit, bon, on va pas tourner autour du pot. Putain, je t'ai écouté, t'es trop fort, il y a Moreau qui se barre. Tiens, tu veux combien? Mais je dis, quoi, tu veux combien? Il me dit, tu veux combien comme argent? Je dis, mais je m'en branle l'argent. Je dis, moi, qu'est-ce que tu me proposes en fait? Mais il me dit, tu peux faire 80, 100 jours avec nous. Tu feras 100 jours avec nous. Tu remplaces Moreau, t'es chez nous. Et ils t'ont proposé combien? J'ai 350 balles là, la journée et tout. Ben, t'as 400, hop, 400, machin, tu signes et tout. Et je dis non, je réfléchis. J'en parle un petit peu à Patrick. Il me dit, ouais, je comprends, machin. Patrick Chassé, pardon. Ouais. Et je sais qu'ils se prennent un peu la tête quand même. Et du coup, je rappelle Guigui. Je dis, non, Guigui, non, pas d'accord. C'est 450. Il me dit, ok, 450, ok. Et donc, j'ai signé à 450 mon premier contrat d'1 an à Eurosport pour faire avec un volume de course de 80 jours. Incroyable. Et là, je prends conscience que c'est une place en or et qu'il faut la garder, quoi. Tu es devenu un consultant régulier sur Eurosport, ça fait 10 ans maintenant. Ouais, 10 ans. Et il y a carrément Netflix qui est venu te chercher pour la fameuse série sur le Tour de France, dans laquelle l'échappé a fait une petite apparition aussi. Ils sont venus te chercher pour être le visage, un peu l'ancien pro qui raconte à certains moments les coulisses. C'était comment de se retrouver sur Netflix à parler du Tour de France, une course qu'en plus que tu n'as jamais fait en tant que coureur? Bah déjà, c'était ça qui était un petit peu bizarre quand même. C'est qu'ils veulent faire une production comme Netflix avec je sais pas combien de millions de budget qui m'appellent alors que moi j'étais cash, j'ai dit je fais pas le Tour de France. Mais l'histoire et l'anecdote, elle est assez bonne à raconter. C'est que ma première année à G2R, on fait un truc avec Joe Le 4 à nouveau, avec Lucie, avec Mathieu Conversé, avec quelques ambassadeurs. Ça s'appelait Explore Nice. Et on était à rouler avec des clients premium que AISO organisait. Et moi, je suis dans ce truc, je suis là comme d'hab pour faire rire les clients, etc. Et je discute avec des Anglais, mais avec mon anglais très français, tu vois, donc trop bien. Et je leur dis que j'habite dans les Vosges, à côté de la planche des Belles-Filles. Bon, puis avant de partir, ils me disent « Ouais, Steve, si un jour on vient à la planche des Belles-Filles, est-ce que tu nous y emmènes ?» Je dis bah, « Ok, pas de problème. » Et ils viennent sur les Vosges pour aller faire la planche des Belles-Filles. Ils arrivent à Mulhouse, ils dorment au Tio, ils m'appellent. Et je les emmène à la planche des Belles-Filles. Moi, tu sais, pas de timidité, on va se comprendre. Et j'arrive sur les Champs-Élysées pour discuter avec Yann Le Bourbois, qui est le producteur de la série Netflix. Guy Voisin m'a prévenu qu'on est 5 ou 6 et qu'ils veulent me voir. Mais dans les 6, il y a quand même Wiggins, Contador, bref, que des grands noms. Je sais pourquoi moi. Et là, j'arrive. Et Yann, il me dit, je vais te montrer le coproducteur anglais, celui qui est avec Box to Box, qui a, lui, fait la production de la Formule 1, enfin la production télé là. Et je le vois, je dis, hey, nice to meet you, machin. Il me dit, you remember me? Puis je lui dis non. Il me dit, I'm Jamie. Et en fait, c'était Jamie Batten, c'était le mec que j'avais emmené faire la planche des Belles-Filles. Et en fait, il avait dit à Yann, moi je veux Steve, parce que comme il m'a parlé et comme il a décrit sa carrière, c'est comme ça que je veux que ça se passe à l'image. Je dis ok, trop bien. Ben, j'ai dit, on va discuter. Donc on a discuté, alors on a discuté du contrat très rapide, c'est que c'était gratos. Ok, mais ils m'ont dit profite quand même parce que c'est Netflix, tu vois. Donc j'ai dit bah vas-y banco, tu vois, je fais aussi des trucs gratos maintenant, ça m'arrive, très peu souvent, attention. Mais par contre, c'était 5 jours de tournage à Londres. La première année, c'était pas à Londres, je sais plus ce que c'était.
Non, c'était quand même à Londres. 5 jours, mais là, toutes les histoires sont écrites. Donc là, la série, vous voyez, il y a 7 ou 8 histoires, mais à la base, il y a au moins 12 ou 13 histoires décrites, mais en fonction de ce qu'ils vont tourner pendant le tour, forcément, parce que beaucoup pensent que c'est scénarisé, mais il n'y a rien de scénarisé. C'est juste que les histoires sont écrites à la manière d'une série. Donc moi, il y a quasiment 4 jours ou 5 jours complets où je parle face cam avec une dizaine de personnes, production à l'américaine, et je fais Netflix, et quand ça sort, je fais le Festival de Cannes, série. Et ouais, non, c'était une super expérience. Fou. Et aujourd'hui, je suis plus l'ancien pro. Je suis le mec de Netflix. On te reconnaît dans la rue? Alors, quand c'est sorti un petit peu, les jeunes, ouais. Mais là, tu vois, j'ai fait le semi-marathon de Paris. C'est ouais, trop bien à la télé et tout. Ça se trouve, les mecs, ils savent pas que j'ai été pro, hein. Mais je m'en carre, mais un truc de dingue. Et même aujourd'hui, si tu me demandes de me décrire, je dis Steve Chenel, consultant à la télévision, expert de la série Netflix et ex-professionnel de cyclisme. C'est mon vrai métier aujourd'hui. Pour finir sur le monde du vélo actuel, j'aurais 2 petites questions pour toi. T'es consultant, t'en parles quasi tous les jours sur Eurosport. On avait reçu l'année dernière Thomas Vauclair ici. On avait parlé un petit peu du dopage, des suspicions, de la suspicion qu'il y a autour du peloton, qui est revenu depuis quelques années. C'est forcément un sujet quand on est commentateur. Comment toi tu le gères, ce sujet-là? Bon, moi, je le gère très bien. Parce qu'on a quand même, nous les cyclistes, évolué sur un arbre qui avait des racines bien pourries. Et c'est vrai que la solution aurait été peut-être de vraiment couper cet arbre, puis d'en remettre un ailleurs. Sauf que finalement, on veut le guérir un petit peu, on veut toujours continuer à ce que le pommier pousse bien, alors qu'il y a des racines qui sont encore un petit peu pourries, et il y aura toujours des pommes pourries. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout d'en parler. Bien au contraire, je suis le premier à dire que durant ma carrière, j'ai dû avoir plus de 80 contrôles antidopage, que je disais tous les jours via la plateforme Adams, et tous les sports d'ailleurs maintenant s'y ont mis. Même Guillaume d'Igradia ou à la télé lorsqu'il en parlait. Moi, j'ai aucun tabou, aucun sujet, aucune crainte à aller là-dessus. Par contre, je me suis calmé sur le fait qu'il faut juridiquement être propre. Malheureusement, dans le vélo, tous les haters disent ça, c'est pas possible. Lui, c'est un bandit, lui, c'est une chaudière, c'est un voleur. Tu peux pas dire des choses sans preuve, parce que juridiquement, c'est interdit. Mais on a aussi des idées. Les idées très crues, très honnêtes, je les garde. Mais étant donné que j'ai fait une carrière avec beaucoup de coureurs sur qui je mettrais vraiment ma main à l'eau, aujourd'hui, je suis capable de dire, et je suis très honnête avec toi, de dire qu'aujourd'hui, c'est possible de marcher à l'eau. Il n'y a aucun problème. Par contre, ne me demande pas de dire si lui ou lui, c'est suspect. J'en sais rien. Mais je me mets plutôt dans la peau du mec. Et si c'était pas lui le meilleur coureur du monde? Et si c'était pas lui qui est génétiquement fait pour être le meilleur athlète au monde? Et si on doit nous sortir un athlète sur le 21e siècle, c'est pas lui? Et si Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, Remco, c'était tout simplement, sur les 15 dernières années, un truc de dingue, une nouvelle branche qui s'est construite, de l'arbre un peu pourri, certes, mais une branche qui est putain de solide, et que pour aller la détrôner, c'est impossible. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez naïf, malgré tout. J'en prends et j'en jette beaucoup. Mais non, moi, c'est un sujet, j'ai aucun problème avec ça. Vraiment, ça me dérange pas du tout. Et ça fait partie de notre milieu. Et il faut faire avec. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est pareil, elle est tellement professionnelle. Oh, j'aurais pas pu faire un dixième de ce qu'elle fait. Donc qu'elle marche et qu'elle développe des watts absolument pharaoniques, ça me gêne pas. En parlant de mecs ultra professionnels, il y en a un qui arrive et qui est français. C'est Paul Sexas, il a 19 ans. Ouais. On en parle pas mal dans ce début de saison. Évidemment, depuis 3-4 ans, les grandes courses, elles sont cannibalisées par Pogacar, Van Der Poel, Remco. Est-ce que tu penses que Sexas peut arriver dans cette catégorie bientôt? Ouais. Bah ouais, il va y arriver. Ouais, il a la tête bien faite, il est très intelligent dans ce qu'il fait. J'ai le sentiment, même si je commence à avoir un petit peu de crainte, j'ai le sentiment quand même que sa carrière est déjà quand même bien ancrée sur un horizon 2028-2030, même s'il est en fin de contrat avec Decathlon, et c'est plutôt ça qui me fait peur. Comme toujours, on a toujours peur que ça aille trop vite, nous les Français. On a toujours peur qu'on va le cramer, etc. Je pense que Paul, il a déjà des fondations qui sont quand même assez solides. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que les fondations pour faire la plus belle cathédrale du monde, il faut vraiment que les fondations soient très solides. Est-ce qu'on a vraiment des fondations solides à 19 ans? Pas sûr. Laissons sécher le ciment un petit peu plus, tu sais. Faisons vraiment, si tu veux que Paul Sexas, ce soit la cathédrale du cyclisme français et qu'elle pète Notre-Dame, franchement, faites des fondations un peu plus grandes. Donc laissez-lui encore un petit peu de quoi grandir et après vous commencerez à construire. Et puis il gagnera 6 ou 7 Tours de France quand on aura mis la croix au-dessus. Aujourd'hui, en tant qu'observateur, que commentateur, tu prends ton pied dans le vélo? C'est terrible, j'ai pas l'impression de travailler. Mais contrairement à l'ancien Steve, je sais que c'est un travail. Je prends mon pied de dingue. Si les courses, je les commande pas, je les regarde. Parce que ça fait aussi partie de mon travail, mais c'est aussi toujours la passion qui parle.
Ouais, c'est un métier de dingue. C'est un métier de dingue. Des fois, on me dit, c'est pas dur de faire 3 semaines à Paris, commenter le tour, d'être dans des studios, etc., faire Milan-San Remo et tout. Mais franchement, si demain Eurosport me dit tu fais pas le tour, je suis dégoûté. Merci beaucoup, Steve. Mais merci à toi. J'espère que c'était bien et que je me suis livré. Et merci pour le coup de Kelnuck. Ça faisait longtemps que j'avais pas chialé quand même. Et au-delà de ça, parce qu'on a parlé que de ma carrière de sportif et que de ma carrière de consultant, il y a un rôle qui me tient à cœur, c'est d'être le meilleur papa possible aussi. On n'a pas pris le temps d'en parler, mais j'ai 4 enfants et c'est clair que j'ai pas forcément vu mes 2 grands grandir. Et aujourd'hui, je profite de Rose et April dès que j'ai du temps. Et je les aime plus que tout. Donc c'est aussi pour ça que je suis devenu le nouveau Steve. Merci beaucoup. On a passé 2 heures ensemble, c'était super. Je pense que Trop bien. ceux qui ne te connaissaient pas très bien ou qui te connaissaient que en tant que commentateur sur Eurosport vont apprendre à te connaître un peu mieux avec cet entretien. Soit ils m'aiment, soit ils me détestent. Moi, je pense qu'ils vont t'aimer. Merci beaucoup, Steve. Merci à Et toi. ceux qui ont regardé cette interview, évidemment, on vous retrouve toutes les semaines sur l'échappée. À très bientôt. Ciao.